Salut tout le monde, bienvenue et bonjour, c'est la quotidienne Les Numériques. On est vendredi 3 septembre, j'espère que vous allez bien. Je vois encore que plein de gens sont très ponctuels. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez passer un bon vendredi avant de profiter, j'espère, de votre week-end pour les gens qui sont rentrés notamment cette semaine. Bande de petits vénards et ceux qui ne sont toujours pas rentrés, bande d'encore plus gros vénards. Aujourd'hui, évidemment, comme d'habitude, je vous ai concocté un petit programme extrêmement varié. On va parler de sous-marins, on va parler d'amendes, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de réalité augmentée, on va parler de gros appareils photo qui coûtent très cher, mais pas si cher que ça. On va parler de censure, on va parler de vie privée, on va parler de hacking, de cloud, d'intelligence artificielle. Bon, bref, la totale aujourd'hui, et évidemment, je le promets solennellement devant Karl et Diana qui sont en régie, nous allons terminer évidemment à l'heure pile poil. Bon voilà. Merci Will Pietrac pour ton petit sub et ton deuxième mois, ça fait très plaisir. Merci pour le soutien en tout cas. N'hésite pas à profiter évidemment de nos magnifiques emotes dans le chat. Et en attendant, du coup, aujourd'hui, je vais pas commencer par le même ordre que d'habitude sur les quotidiennes. Je vais commencer par de l'intelligence artificielle. C'est important l'intelligence artificielle parce que ça va permettre peut-être d'augmenter notre intelligence, ça va permettre peut-être à des robots de prendre le pouvoir, ça va peut-être permettre de faire des miracles dans la science et je sais pas moi, dans le cinéma. Mais en attendant, ça permet aussi de rigoler comme une baleine. Je voulais juste démarrer sur ce thread repéré par l'ami Ken Bogard de visages de Street Fighter qui ont été évidemment recréés par l'algorithme de Google, l'algorithme d'IA. Vous lui soumettez un visage Street Fighter et lui, il en fait un vrai perso. Alors, il faut pas qu'on passe trop de temps dessus, mais franchement, euh, j'ai pleuré de rire. Déjà, là, Gaël, bon, ok, on dirait cet acteur américain des années 80 qui faisait toujours des rôles secondaires de pourriture, je sais plus comment il s'appelle. Quelqu'un dans le chat va me faire une propale. Mais il y en a certains, attention, attention. Bon, Chun-Li, évidemment, ça va. Ken, absolument incroyable. Ken, on dirait ta tante qui est anti-vax. Laura, ça va. Laura, ça va. Nekali, le pauvre Nekali. Aïe, 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 aïe. On dirait, ouais, ouais, bon, on dirait une artiste peintre de Montreuil. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Ryu? Qu'est-ce qui se passe avec Ryu? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, écoutez, dictateur M. Bison, à quel moment le mec s'est dit que c'était l'ancien PDG de Nintendo? C'est pas possible. C'est le moment où je pense. Ah, Gary Buzet, merci le chat. Ah là là. Gary Buzet, merci Sabiche57, c'est exactement cet acteur. Allez le googler, regardez bien. Je la fais vite. Hein. Regardez bien, c'est Gary Buzet. C'est lui là. Eh. Oula, c'est Gary Buzet un peu mal maquillé. Voilà, c'est Gary Buzet. Incroyable. Bon, bref. Mais il y a pire. Il y a pire. Vous n'êtes pas prêts pour Zangief, je pense. Lucia, ça va. Bon, Sagat, comment tu passes d'un champion de boxe thaï à un directeur d'études? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé. Euh, Akira, bon voilà. Rachid, franchement, un des plus réussis, j'ai envie de dire. Surtout, Google a repéré que, écoutez, des lunettes de Super Saiyan, ça ne faisait pas partie d'un corps humain, donc ça va. Poison, ok, ok, je trouve qu'ils ont bien sauvé le truc. Cess, bon. À gauche, Theth. À droite, Cess de la Japan Expo. Voilà, c'est le truc. Euh, Kagemi, le, le pauvre. Le pauvre. Oh là 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 là. Euh, Ibuki, je trouve ça génial parce que Ibuki, il a compris ni les cheveux, ni le masque. Donc la pauvre Ibuki, qui est vraiment un modèle en termes de confinement et de respect des gestes barrières, elle est devenue une sorte de vieux barbu dégueulasse qui m'a absolument refait. Rose, ça va, écoute, on dirait une Instagrammeuse. Gaël 2, ça va. Franchement, on dirait, j'ai plus son nom. Comment s'appelle l'ancien rédacteur en chef de Gamecult? Je vais le retrouver. C'est affreux parce que du coup, dans ma tête, dès que je dis rédacteur chef de Gamecult, j'ai Pouillot en tête, mais Pois chiche. Gaël, c'est Pois chiche là, le Gaël 2. Jury. Aïe 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 aïe. Jury qui a trouvé une nouvelle carrière en tant que juriste au service juridique de la boîte là parce que c'est moins drôle. Karine, bon, un peu malaise mais ça va.
Ken 2, mais c'est affreux. Oh là 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 là. On dirait le visage des grands-mères dans les films de Ghibli. Un petit peu. Colline, voilà. Colline au réveil à droite. Laura, ça va encore. Lucia, ça va encore. Balrog, franchement, je pense que c'est le seul perso qui s'est fait glow up par l'intelligence artificielle de Google. Et vraiment, c'est censé être un des plus beaux hommes du monde, hein, Balrog. Enfin, Vega dans sa version japonaise. Donc ça va. Sakura, on va passer. Menat, la pauvre. Oh là là, cette coupe de cheveux, c'est pas facile. Ryu 2, toujours la même chose, hein, c'est un peu dur. Hermika, aïe 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 aïe. Je fais des gros bisous à Luffy, évidemment, qui main Hermika et qui va immédiatement demander une skin spéciale Hermika. Regardez Zangief. Je voulais terminer par Zangief. C'est-à-dire que même, je pense que même Google n'a pas compris le corps de Zangief parce que regardez derrière, je pense qu'il y a des bouts de muscles. On dirait que Zangief, son corps a explosé littéralement, mais voilà. C'est peut-être, je pense qu'avec Bison, enfin Dictateur, c'est peut-être les deux meilleurs, hein. Vraiment, Bison, je vous le remets quand même parce que Bison, il est absolument incroyable, hein. Vraiment, je ne m'en remets pas de ce Dictateur. Voilà. Bon, bref. Voilà pour cette petite intro d'émission, je voulais passer un peu de temps dessus parce que, encore une fois, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup d'enjeux, on parle beaucoup de choses incroyables, mais des fois, il faut juste parler de la technologie un peu gratos, c'est-à-dire juste pour se marrer avec. Maintenant, on va parler justement de technologie assez incroyable, et là, vous allez peut-être moins rire, mais être assez impressionné, et on va rester justement dans l'intelligence artificielle, et on va passer du côté de chez Nvidia. Vous savez qu'Nvidia est une entreprise extrêmement à la pointe de plusieurs chantiers sur l'IA, et ils viennent de montrer leur nouveau système de synthèse vocale. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de son qui sort de cet ordinateur. Donc ce que je vous invite c'est évidemment d'aller voir le lien que Madingue va poster dans le chat tôt ou tard. Merci encore à toi Madingue. Et puis sinon d'aller voir notre article sur les numériques. Nvidia étudie de la synthèse vocale et c'est assez bluffant. Puisque nous avons donc une synthèse vocale qui ne parle pas comme Google. Je vous rappelle que Google dit bonjour, tournez à droite et tenez la gauche. Vous voyez, il y a des gestions encore et des liaisons de mots et d'expressions et des intonations qui sont très artificielles ou très stéréotypées. On fait évidemment beaucoup de progrès par rapport à il y a quelques années. Mais allez voir cette démonstration de NVIDIA. C'est vraiment très impressionnant sur la variété d'intonations, le naturel qui va avec une expression, par exemple, puisque je vous rappelle que on peut donner à une voix artificielle des intonations, d'étonnement, de menaces, etc., etc. Et encore une fois, vraiment, vraiment, Nvidia là-dessus qui continue de se montrer à la pointe de beaucoup de chantiers sur l'intelligence artificielle. Bonjour tout le monde si vous nous rejoignez. Voilà. Et si vous êtes arrivé trop tard, je pense que vous avez loupé un grand moment d'intelligence artificielle et ce n'est pas celui-ci. Bref, maintenant qu'on a parlé d'intelligence artificielle, du futur, de est-ce que je parlerai à une vraie personne ou est-ce que je parlerai à une assistante vocale beaucoup trop naturelle pour ne pas que j'en tombe amoureuse, spoiler d'un certain film, eh bien passons aux choses intéressantes et qui nous intéressent aujourd'hui, genre ce week-end, ce dimanche, on fait des frites. Et je vous rappelle qu'on vous a promis et qu'on va vous faire un jour ce fameux stream benchmark de friteuses sans huile. En attendant que ce plateau puisse s'agrandir pour accueillir des friteuses sans huile, et Marie et Mathieu, eh bien, ça continue à faire des comparatifs à l'écrit de friteuses sans huile avec deux produits stars, évidemment. Mathieu a comparé la Ninja Air, donc, enfin la Ninja, pardon, Air Fryer AF 100 EU et la Prosenic T21, et donc deux friteuses connues et reconnues de ce petit milieu, sachant qu'encore une fois, j'ai découvert la marque Ninja grâce à les numériques. Et je vous fais pas tous les détails parce que si vous voulez avoir des détails spécifiques sur chaque point, allez voir. Mais en gros, encore une fois, Ninja l'emporte. Ninja fait top 1, j'ai envie de dire, et l'emporte sur quasiment tous les segments. Mais comment dire, la air fryer, pardon, non, pardon, la Prosenic, le seul avantage, c'est qu'elle sera plus grande. Donc, si vous êtes un gros mangeur, une grosse mangeuse de frites, ou que vous avez une famille nombreuse ou des potes, eh bien, il faudra peut-être passer par une Prosenic par rapport à une air fryer. Voilà. Donc voilà pour le week-end. Si vous voulez acheter une petite friteuse, c'est le moment jamais. Bonjour FlowTK et bienvenue. Si tu ne savais pas ce qu'on fait, on fait tous les jours des émissions tech à 11h. Et puis on fait des vidéos YouTube aussi. Tu peux t'asseoir et profiter maintenant du segment Auto
transport, et donc on va parler d'auto, de moto et beaucoup de vélo. On commence évidemment par le top des voitures. Hier, c'était le top des voitures. Classique. Des bisous, Axel Adrien. Aujourd'hui, évidemment, Marco, notre pro des charts et des tops, fait le top des voitures électriques. Alors, si vous suivez l'émission tous les jours, vous connaissez un peu le top des voitures électriques. En gros, la Model 3 et la Renault Zoé sont en tête depuis un petit bout de temps maintenant. Mais ce qui est intéressant, regardez bien, et c'est Eric qui l'a repéré dans le tableau des charts, c'est que si vous descendez... Ah, j'ai pas de classement ici, mais Eric nous l'a dit en fait, dans le tableau des charts, à la 20e position, il y a déjà la Tesla Model Y qui s'est vendue à 117 exemplaires. Sachant que la Tesla Model Y vient d'apparaître sur le marché français et n'a été vendue que depuis la mi-fin août. Et donc je vous rappelle, la Tesla Model Y est attendue comme la superstar des voitures électriques puisque c'est un SUV c'est un format très populaire en France. C'est une Tesla, c'est une marque très populaire dans le monde et elle est sur la base de la Model 3 qui est la voiture la plus vendue en France, la voiture électrique la plus vendue en France. Voilà. Le seul truc qui pourrait stopper un peu la Model Y de devenir la voiture électrique la plus vendue en France, c'est qu'elle coûte beaucoup plus cher. Elle va plutôt chercher du côté des 50-60 000 euros. Elle n'a pas de bonus écologique et donc ça l'empêchera peut-être de monter dans le top. Parce que là, dans le top, globalement, il y a surtout des voitures avec des tarifs planchers par rapport à leur segment. Mais incroyable de se dire que la Model Y est déjà rentrée dans le top 20 et que je pariais qu'elle allait rentrer dans le top 10 et Marco parie qu'elle va vite rentrer dans le top 5 des immatriculations électriques. Ça veut dire que pour lui, une voiture à 50-60 000 euros pourrait déjà être immatriculée à plus de 5 000 exemplaires en France en 6 mois, ce qui serait assez énorme. Puisque je vous rappelle que là, le top n'est que de janvier à août 2021. On continue du coup avec les voitures et on vous avait parlé hier de la Dacia Jogger. C'est une hybride 7 places qui a été annoncée donc en début de semaine et qui a été présentée avant-hier à la presse. Du coup, on y était. C'est Aurélien qui a été faire le déplacement pour voir cette belle voiture familiale 7 places. La voici. Un gros bébé, hein. Un gros bébé quand même. Et vous l'imaginez, c'est Dacia, hein. Donc un design plutôt, on va dire, sobre, utilitaire, pas fou, mais on va dire propre, même si Aurélien est un peu trigger sur ce petit décrochage de toit. Mais bon, moi je la trouve, écoutez, assez normale pour un gros SUV familial. Par contre, ce qui est assez intéressant et toujours impressionnant avec Dacia, c'est le prix, puisqu'elle va débuter à 15 000 euros. C'est vraiment assez impressionnant quand même de se dire que un véhicule hybride de cette taille, avec ce niveau, on va dire, de fonctionnalité et de finition, sera à 15 000 euros. Mais vous connaissez, c'est Dacia, donc la marque low cost de Renault. C'est un peu le Poco de Renault, comme le Poco de Xiaomi, quoi. Voilà. En tout cas, allez voir toutes les premières impressions de Aurélien qui a pu monter à l'intérieur du véhicule, tâter un peu, voir un peu l'interface, la carrosserie et les différents modèles de cette Dacia Jogger. Alors, on enchaîne maintenant avec une voiture que Aurélien n'a pas vue. Et je suis triste pour lui parce que la voiture, elle est assez impressionnante. C'est un nouveau concept car de chez Audi. C'est la Audi Grande Sphère. Alors attention, regardez déjà cette voiture qui est plutôt, je trouve, jolie. Alors évidemment, c'est un concept car électrique de chez Audi. Et pour ne pas se tromper, parce que certains se sont posé la question, et moi le premier, non, ce n'est pas une voiture que Audi a présentée il y a quelques jours. Il y a quelques jours, Audi avait déjà présenté une autre voiture qui était là, Skysphere. Attention, ne pas se tromper, hein. Donc la Skysphere, c'était un coupé qui pouvait littéralement se décaler, et comme quoi, puisque cette voiture permettait, écoutez, à l'envie de devenir une voiture autonome, et donc toutes les commandes disparaissaient, la voiture s'allongeait pour avoir encore plus d'espace pour vous. Donc voilà, c'était une voiture à empattement variable, un peu comme le F-14 était un avion de chasse à géométrie variable. Et bien voilà, donc ça c'était la Skysphere, premier concept car présenté par Audi sur cette plateforme. Deuxième, c'est la Grande Sphère, et si je ne m'abuse, donc Audi présentera un troisième concept car à base de sphère dans le nom dans les prochains jours. Ouais. Il y a quand même de la place, hein. On a l'air d'être plutôt pas mal dans cette voiture qui a à la fois une berline et un coupé 2+2. Aubéniche a dit, est-ce que les constructeurs ont commencé à évoquer les batteries au graphène? Alors, oui, ça fait un bout de temps qu'ils les évoquent. Est-ce qu'ils vont les produire? Ça, c'est une autre histoire. Si vous vous intéressez aux batteries et à l'énergie, on va beaucoup parler d'énergie à la fin de cette quotidienne en tout cas. Alors, on continue
Hop là, on a vu maintenant Audi et on va passer aux deux roues. Et encore une fois, aux deux roues, mais on va rester en Allemagne puisque ce coup-ci on passe à BMW. Et je vous rappelle, hop là, BMW avait présenté le BMW CE04, qui est un vrai scooter qui va sortir dans le commerce et qui était inspiré d'un prototype avec très peu de changements. Donc vraiment, c'est un scooter radical de la part de BMW qui a été annoncé il y a quelques semaines dans le commerce. Et vous voyez, à ce côté un peu cyberpunk, cubique, avec un arrière très très dénudé. Vous voyez, ça, c'est un truc assez bien. Eh bien, que vous aimiez ou pas, alors moi perso j'adore, mais je sais pas si c'est la meilleure forme possible pour un scooter, mais j'adore, mais que vous aimiez ou pas ce scooter qui va être mis dans le commerce, c'est moi, il y a une embrouille de ouf dans la cour de l'immeuble. Ok, une embrouille de ouf. Écoutez, si à moi l'embrouille commence à tourner vinaigre, on bougera la caméra et on vous streamera ça en live. Et je commenterai ça comme un match de boxe. C'est peut-être parce qu'on a trop joué au ping-pong, hein, je sais pas. Bon, ça c'était le BMW CE04 qui était vraiment extrêmement radical. Didi Cartman qui dit « Je tombe que sur des news automoto, c'est fait exprès ». Bah, évidemment, je t'attendais. Voici maintenant son petit frère, le CE02, ce coup-ci, qui est un hybride de scooter et de moto. Donc il est beaucoup plus petit, il est accessible au permis A1, et on se dit, oh là là, encore un prototype un peu foufou de BMW, mais vu ce qu'ils ont réussi à sortir avec le CE04, je commence à me dire que cette moto, que je trouve extrêmement jolie, extrêmement sympathique, eh bien elle pourrait devenir réalité dans quelques temps. Et donc voilà, pour BMW, c'est un engin donc, de roue qui pourrait monter à 90 km/h, fait évidemment pour les Jones du futur. Mais j'adore sa tronche parce qu'on dirait, en gros, si tu étais au 3e, 4e rang en termes de hiérarchie dans la bande de Tetsuo et Kaneda dans Akira, tu aurais ce type de moto, quoi. Tu vois, c'est la petite moto un peu dénudée. Et moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est toujours un peu malaise quand des vieux marketeurs essaient de faire Jones, voilà. Mais ce qu'on veut voir, c'est surtout l'engin. Et franchement, l'engin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, moi j'aime beaucoup. Mettez-moi une petite note sur 5 sur... attendez, je vais virer la vidéo parce que c'est... J'en peux plus de ces vidéos Yes Yes YOLO. On va plutôt regarder des photos de l'engin. Ah voilà, là on est un peu... Oh là là. Oh, il veut pas me mettre en grand. Oh, il veut pas me mettre en grand. Bon, bah tant pis, je l'ai que ici. Hop là. Combien vous mettez? Moi, je lui mets un petit 4 sur 5. Je trouve qu'il a une ligne extrêmement drôle. Il a l'air bien fun, bien futuriste. Et ça a l'air d'être très facile à conduire parce que le centre de gravité est bien bas, le guidon est bien haut. Ça a l'air d'être plutôt cool. C'est très frustrant de ne pas pouvoir voir... voilà. Ah bah voilà, là c'est peut-être mieux. Là voilà. Donc le Motorrad Concept CE02. Sachant que, encore une fois, la CE04 était un concept qui ressemblait beaucoup au modèle de série actuel en tout cas. Ok, ça a l'air plutôt positif. Ah, il y a des gens qui aiment pas. Bon, encore une fois, c'est un design qui est clairement... regardez, il y a de quoi porter sa planche de skateboard. Aïe aïe aïe. J'ai vraiment, en tout cas moi, hâte de voir le modèle de production final chez BMW. Voir aussi combien ça va coûter, hein, parce que bon, encore une fois, je vous rappelle que le premier scooter électrique de chez BMW commençait à 15 000 €. Mais là, il y a je trouve qu'il y a une proposition de la part de BMW. Et peut-être qu'avec Husqvarna, c'est ceux qui font les motos un peu les plus originales et les deux roues les plus originaux du moment. Voilà, en tout cas, pour la moto, on a parlé de voiture. On va maintenant parler de vélo. Et oui, de vélo, avec des nouvelles technologies de vélo qui pourraient vous intéresser, et évidemment qui m'intéressent parce que je fais beaucoup de vélo. Déjà, je vous conseille d'aller voir un site. Pour ceux et celles qui regardent notre émission depuis quelques temps, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois. Ce site s'appelle Cycling About et c'est un site génial. C'est le site tenu par un cyclotouriste australien qui fait des tests complètement dingues de vrais nerds et qui va par exemple comparer des pourcentages de développement entre différentes boîtes de vitesse. Vous voyez des trucs genre... voilà, là, il essaie de comparer des roues en 26 ou en 29 pouces pour faire du touring et il y a des graphiques pas possibles. Enfin, le mec, c'est un vrai nerd qui ne s'arrête jamais
de faire des tests un peu fous. Il fait des tests aussi sur les différents cintres et les meilleurs cintres, les batailles entre les dérailleurs classiques et les boîtes à pignons, etc. etc. Bon bref. Euh, Notre blogueur fou, il a été à l'Eurobike, et l'Eurobike c'est le plus gros salon de vélo, et il en a tiré quelques nouveautés. Alors je vais pas vous faire la totale parce qu'il y a beaucoup de choses, et puis il y a des choses qui sont pas très technologiques. On va s'intéresser à ce qui est plutôt techno là-dedans. Et notamment ce techno, ce sont les boîtes de vitesse. Donc, bon, des packs, des packs, des packs, très bien. Des lumières plus puissantes et même plus mieux calées que les dynamos modernes. Évidemment, des petites béquilles. Mais ce qui nous intéresse, c'est ceci. Effigear, ou Effigear, et une autre boîte qui s'appelle Kindernay. En fait, ce sont deux boîtes qui produisent, vous le voyez, des pignons et des boîtes à pignons intégrées au niveau du pédalier. Voilà. Et justement, il y a une boîte allemande qui s'appelle Pignon, qui est faite par deux ingénieurs, deux anciens de chez BMW, qui est en train de faire un peu petit à petit son nid dans le marché des vélos, puisque l'intérêt des transmissions à pignon, et c'est vraiment comme des transmissions de vitesse de voiture, c'est que dans ce boîtier, vous avez des engrenages qui tournent dans un bain à huile, donc qui sont complètement protégés du temps, qui ont besoin de très très peu de maintenance. Hein. On parle d'un changement d'huile tous les 1000 ou je sais plus, 10 000 km, un truc complètement dingue, qui évidemment sont complètement étanches. Et à l'extérieur, vous avez une seule, comment dire, un seul plateau avant et une seule cassette arrière. Vous avez donc plus de légèreté, un centre de gravité qui est au centre, et vous pouvez changer de vitesse même à l'arrêt. Bref, l'équivalent d'une boîte de vitesse pour voiture. Et ce système est aussi mis en avant par Rohloff, c'est pour les gens qui connaissent, et Shimano, qui permet d'avoir notamment des boîtes de vitesse dans le moyeu arrière de votre roue, et notamment c'est ce qu'ont les Vélib, etc. Donc il y a beaucoup d'avantages, mais des inconvénients. Et donc du coup, de plus en plus, et parce que aussi les vélos électriques sont en train d'avancer, de plus en plus, on va avoir des blocs moteurs qui intègrent en plus des boîtes de vitesse dans un seul bloc, un peu comme des voitures et des motos. Et on va enfin quitter peut-être la notion de chaîne, de dérailleur, etc., etc., puisqu'on aura plutôt une courroie en carbone et, et des pédaliers, voilà, intégrés. Vous voyez, c'est là-dedans, voilà. Et Effigear, qui est une marque qui était concurrente de Pignon, qui n'arrivait pas trop à percer, eh bien, vient de présenter une nouvelle boîte qui est compatible avec les cadres Pignon, parce que je vous rappelle qu'ils font un cadre spécifique pour accommoder avec la petite boîte de vitesse qui est là-dedans. Et de leur côté, donc, Kindernay aussi ont montré leur moyeu, mais vous voyez, ça c'est un moyeu qui se trouve dans la roue, si je ne m'abuse. Donc ça c'est plutôt un concurrent de Rohloff. Mais ouais, ce sont des systèmes qui ont beaucoup d'avenir, et notamment dans les VAE, puisqu'ils vous permettent d'intégrer dans votre roue, ou en tout cas de manière interne, tout le passage de vitesse, et pas d'avoir quelque chose externe et très fragile comme les dérailleurs qu'on connaît tous et toutes. Bonjour Daxix. Donc voilà, ça c'était deux trucs qui m'intéressaient, et vous allez voir parce que je vais aller un peu plus loin dans le truc un peu futuriste. KTM, je vous avais montré les motos KTM hier, sachez que KTM fait aussi des très jolis vélos, hein, voilà. Des vélos en bois. Apparemment, ça marche. Moi, ça me fait vraiment très peur. Mais écoutez, apparemment, ça marche. Et voilà. Mais je voulais surtout m'arrêter sur Nikolai Bike. Vous voyez, eux, ça tourne. Ça, c'est un vélo électrique avec un moteur au niveau du pédalier. Niner, si vous connaissez, très très bonne marque de vélo. Bref, et voilà. Et Pignon, c'est la superstar du marché. Puisque ce sont eux qui ont ces fameux boîtiers intégrés dans le cadre. Alors attention, ça coûte très très cher. Hein. Des vélos équipés en pignon, ça commence facilement à 2500-3000 euros. Donc ce sont encore des solutions très chères. Et on sait que Shimano a déposé des brevets pour également proposer donc des boîtes de vitesse littéralement au niveau du pédalier. Et donc libérer le côté double plateau à l'avant, 12 cassettes à l'arrière, un dérailleur externe, etc., etc. Ça, si un jour je gagne au loto... Maintenant, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin dans le futur des transmissions de vélo, puisque je vous rappelle, un vélo, c'est un pédalier qui tourne et qui est relié à une roue arrière par une courroie, que ce soit une chaîne ou une courroie en carbone. C'est comme ça que ça marche en gros, c'est un truc mécanique. Et dans les vélos électriques, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas changé. Dans les vélos électriques, aujourd'hui, en fait, eh bien, vous avez la puissance qui est mise dans un moteur, qui est dans le moyeu ou qui est dans le pédalier, et puis les deux sont quand même reliés par une chaîne ou un câble. Eh bien écoutez, il y a une nouvelle compagnie qui a changé ce game-là et qui va se débarrasser littéralement à 100%
de ce type de transmission. À l'Eurobike 2021, donc une des stars pour moi, c'était ce pédalier de chez Schaeffler. Et Schaeffler, en fait, vous permet d'avoir un moteur. Et lorsque vous pédalez, lorsque vous êtes aidé par le moteur, vous créez de l'énergie. Cette énergie est transmise par des câbles électriques, dans une autre partie qui est dans le moyeu. Et le moyeu, en fait, va créer la puissance. Et donc, en fait, c'est comme si on avait un peu divisé le moteur en deux. Voilà. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien mécanique entre les deux. C'est juste un moteur un peu divisé en deux qui, voilà, ça c'est la partie dans le moyeu et la partie dans le pédalier. Donc en gros, vous avez une transmission qui n'est plus du tout une transmission mécanique entre les deux, mais une transmission électrique entre les deux. Vous produisez, votre moteur produit de l'énergie dans un boîtier qui va transmettre dans l'autre la puissance. Et pour l'instant, il vise plutôt des marchés professionnels et des vélos un peu comme ça. Mais ça va permettre en tout cas de créer des structures de vélos très très différentes. C'est très très différent parce que du coup, vous n'avez plus à avoir de lien entre votre pédalier et votre roue arrière. Et donc notamment pour les gens dans le chat qui ont déjà utilisé des vélos cargo ou des vélos familiaux, qui ont qui ont une chaîne des fois qui est gigantesque, et bah du coup vous n'avez plus besoin d'avoir de chaîne entre les deux éléments. Donc c'est assez intéressant. Didi Cartman qui dit c'est un scooter avec un pédalier inutile. Oh, Didi Cartman, il faut rester en forme un petit peu. Il faut rester un petit peu en forme. Voilà en tout cas pour la partie vélo. Je vous parle pas souvent de vélo, mais quand je peux, je le fais. Et là c'était vraiment très intéressant. Maintenant qu'on a parlé de transport, on va revenir un peu sur des objets technologiques, je vais dire plus classiques, mais qu'on connaît. Et on va commencer par Apple, avec ces fameuses lunettes à réalité augmentée qui sont un peu le serpent de mer du moment chez la pomme. Et Apple, eh bien, on le sait, pardon, on le sait, c'est pas un secret, Tim Cook l'a dit lui-même, il croit très fort en la réalité augmentée. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle va être la forme du produit Apple en réalité augmentée. Et toutes les rumeurs sont arrivées. On a eu des casques, des masques, des lunettes. J'imagine qu'ils ont des centaines de protos de leur côté. Mais selon une news de The Information qui est reprise ici par Ars Technica, eh bien, et on s'y attendait un peu comme pour l'Apple Watch d'une certaine manière, les lunettes de réalité augmentée d'Apple n'auront pas la puissance nécessaire à elles seules pour afficher une réalité augmentée qu'Apple considérait comme suffisante. Donc au lieu d'avoir des lunettes qui seraient énormes, eh bien, ces lunettes vont répartir et surtout donner une partie de leurs besoins. Ils vont le reporter sur l'iPhone qui va les aider là-dessus. Ce qui est pas con et ce qui fera en tout cas de ces lunettes pour l'instant ce qu'on appelle un appareil compagnon de l'iPhone, un peu comme les premières Apple Watch qui n'étaient vraiment que des appareils 100% dépendants de l'iPhone. Il a fallu attendre un peu plus pour qu'ils aient leur propre 4G, un OS presque intéressant, pouvoir stocker de la musique en local, etc. et devenir des appareils un peu autonomes. Et puis c'était le moment aussi, l'Apple Watch est devenue plus puissante, etc., etc. Mais en tout cas, pour l'instant, sur ces lunettes à réalité augmentée, que j'imagine Apple veut très élégantes et très naturelles, surtout pas des Google Glass s'il vous plaît, et bien du coup, beaucoup de calculs se feraient via l'iPhone. J'imagine que d'autres choses comme le GPS et la géolocalisation qui prennent beaucoup d'énergie seraient gérées par l'iPhone. Mais pour l'instant, dernière rumeur en date en tout cas, on aurait une séparation des tâches. Voilà. Le système en chip qui est utilisé pour ces lunettes ou ce casque, en tout cas, il est vraiment fait pour exceller dans certaines tâches, mais pas tout en tout cas. Donc selon The Information, la gestion de la batterie, la compression et décompression vidéo et la transmission de data entre le casque et le hôte, pardon, donc l'iPhone, sont des tâches sur lesquelles il sera optimisé. Donc solution intéressante de la part d'Apple de se dire est-ce qu'on crée un ordinateur complet dans des lunettes, comme le font certains, ou est-ce qu'on crée un ordinateur non complet, très spécialisé, dans sa communication avec notre ordinateur complet en fait qui est notre iPhone. Et j'imagine que de toute façon 100% des personnes qui un jour achèteront ces lunettes Apple auront déjà un iPhone, et donc je trouve que l'idée n'est pas bête de la part d'Apple de temporairement pendant quelques années s'appuyer sur l'iPhone côté puissance et côté tâche on va dire énergivore avant que de un jour vous savez toujours faire plus de progrès dans leurs lunettes. Bref,
On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. On va quitter les lunettes, on va passer aux écouteurs et puis on va quitter le futur, on va revenir un peu dans le présent avec un test des Buds 2 de Samsung. Je vous rappelle, ce sont, écoutez, ouais, le milieu de gamme de chez Samsung, 149 euros le prix de lancement pour ces Buds qui ont une bonne autonomie, mais je ne connaissais pas un peu le reste. Donc, pour Florian, eh bien, écoutez, il y a quand même des bonnes qualités, puisque pour 149 euros, vous avez, j'ai envie de dire, l'essentiel, sauf ceci, puisque je vous rappelle que Samsung se appelise ces derniers temps. Donc ça veut dire que nous, on a été demandé à Samsung, et Samsung est, comment dire, est catégorique là-dessus. Vous n'aurez jamais d'application Apple, même pas le minimum. Et donc, ça rend ces buds, eh bien, écoutez, compatibles avec Android et surtout les Galaxy. Mais là-dessus, c'est un peu bête parce que je pense que ça leur coûtait rien d'être compatible aussi à iOS et de s'ouvrir un autre marché. Mais bon, vous inquiétez pas qu'il y aura d'autres personnes qui rentreront dedans. En tout cas, je les ai essayés, compact, confortable. Le son m'avait l'air ok. Mais encore une fois, je vous rappelle, à 149 euros, ils vont devoir se frotter à beaucoup, 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 beaucoup de concurrence. Merci Madingue pour les liens. On passe maintenant à la photo et on avait donc un petit produit qui valait 149 euros. On va maintenant parler d'un produit qui vaut 149 euros si vous ajoutez 3300 euros. Voilà, c'est un peu le deal. Puisque je vais vous parler d'un appareil photo moyen format, le nouveau Fujifilm, le GFX 50S2. Voilà. C'est un appareil photo qui, je vous le disais tout à l'heure en intro, est très cher et pas cher. C'est-à-dire que dans l'absolu, mettre 4500 euros dans un appareil photo sans objectif, c'est très cher. Et pour les professionnels qui bossent avec des moyens formats, eh bien écoutez, mettre 4500 euros dans un appareil photo moyen format 50 millions de pixels avec toutes les qualités qu'on connaît aux appareils Fuji, ce n'est pas cher. Donc encore une fois, c'est pour vous les pros ou c'est pour vous les gens qui ont beaucoup d'argent et aussi un bon dos, hein, parce que ce sont des beaux bébés. En tout cas, on a une ligne qui s'inspire du GFX 100. Donc c'est quand même un beau bébé. C'est pas un appareil photo qui est très lourd, contrairement à ce que Céline pourrait laisser penser. Et c'est surtout un appareil photo qui va reprendre toutes les qualités de ses aînés, et notamment du coup avec ce nouveau boîtier qui est plus ergonomique que les anciens, qui va reprendre par contre le capteur du GFX 50S et du GFX 50R, donc un capteur qui a fait ses preuves, on va dire. Mais encore une fois, à 4000 $ hors taxes et 4500 euros TTC, c'est évidemment un tarif plancher pour un moyen format. Je vous rappelle que le moyen format, ce sont des capteurs qui sont encore plus grands que le 24-36, avec les avantages, mais aussi les inconvénients que cela donne. Et les enthousiastes de la photo, les fans de photo, pourront s'y intéresser parce que là, on commence à rentrer dans les territoires des réflexes, justement, plein format, haut de gamme. Donc à 4500 euros, vous êtes au niveau d'un Canon R5, vous êtes au niveau d'un A7 R4 ou des choses comme ça, quoi. Donc Fuji, qui je vous le rappelle, n'a pas d'appareil photo plein format, c'est plutôt décidé à faire des appareils photo APS-C avec des capteurs 1,5 fois plus petits que du plein format, sauter le plein format et ensuite aller directement vendre des appareils photo moyen format, parce que le nom est un peu trompeur pour les gens qui ne s'y connaissent pas, qui sont eux 1,5 fois plus grands que les capteurs plein format. En tout cas, voilà, belle bête, et vous pouvez le voir ici comparé avec le Fujifilm X-T4. Et le Fujifilm X-T4, vous voyez, c'est un appareil photo avec ce fameux capteur APS-C. Donc, évidemment, l'optique est gigantesque parce que ça reste du moyen format, mais d'un point de vue boîtier, encore une fois, je suis tous mes hommages à Fuji qui ont réussi à rentrer des capteurs gigantesques dans des boîtiers qui ne sont pas beaucoup plus grands que ça par rapport à des appareils photo APS-C. C'est juste que dès que tu vas devoir acheter une optique, bon bah là c'est bazooka ou rien là-dessus. Allez voir en tout cas l'article assez complet de Louis sur cette présentation chez Fujifilm. Mais vous voyez, voilà, là il est à côté d'un Alpha 1. Donc je vous rappelle, le Alpha 1, c'est l'appareil super haut de gamme de chez Sony, hein, qui coûte 6500 euros boîtier nu. Et vous voyez, le Fuji, du coup, côte à côte, les deux appareils photo ne sont pas si différents que ça. Je vous rappelle que pendant longtemps, un moyen format pour les gens, ça ressemblait plus à ça, quoi. C'était plus, une RAID où je décline. Non, ouais, j'accepte touche comme ça. Un Phase One.
Qu'est-ce que c'est que ça? Bespoke photographie, c'est ça leur truc ou pas? Oui. Voilà. Infazone, c'est plutôt ça. Et ça, je peux vous dire, c'est gros. Ouais, ce sont des gros bébés. Ça se trimballe pas dans la rue. Avec Fusion, on peut commencer à vraiment se trimballer dans la rue, quoi. Voilà, vous voyez le truc ici, là. Euh, Voilà, il y a de quoi faire. Le viseur, juste lui, il fait la taille d'un tuba de plongée. Hop là. On a terminé avec les photos. Juste avant que je vous quitte sur les photos, avant que notre test de ce boîtier paraisse, nos confrères de DP Review ont déjà publié un premier test, en tout cas si vous êtes intéressé par ce Fujifilm GFX 50S2, qui je trouve, moi personnellement, aimant les lignes un petit peu classiques, cubiques, je le trouve très minimaliste, très sobre et très beau. Voilà, bon, même s'il est encore très gros. On continue maintenant avec des tests high-tech et ce coup-ci, on va passer à une tablette. On vous avait parlé de la présentation des tablettes S7 FE hier justement. Eh bien, on a pu tester nous la S7 FE 5G, qui est un peu plus chère évidemment que sa grande sœur, mais c'est une tablette, encore une fois, comme toujours avec la gamme FE, qui se place peut-être mieux que leur grande sœur sur un point de vue qualité-prix ou puissance-prix ou feature-prix comme vous le voulez. Puisque voilà, elle est très bien finie, elle a une très bonne dalle, elle est très performante, puisque je vous rappelle que c'est un SoC Snapdragon 778 qui l'anime, en tout cas très bonne autonomie, mais voilà. Les points faibles, la photo, honnêtement, pour une tablette, on s'en fout. La charge lente, ça c'est un peu plus bête, parce que pour une tablette, il y a quand même beaucoup à charger, et pas d'écran 100 Hz. J'ai envie de dire encore une fois, oui, ce serait bien d'avoir d'écran 100 Hz, mais c'est pas encore pour moi un défaut rédhibitoire, surtout pour des tablettes pas super haut de gamme, mais plutôt milieu de gamme premium, puisque je vous rappelle que les Tab 7 FE commencent à un peu moins de 600 € et celle-ci elle est un peu plus chère parce qu'elle est avec de la 5G là-dessus. Est-ce que c'est une tablette Founders Edition, demande Coconois? Ah non, parce qu'elle est disponible. Pardon, toutes les personnes qui cherchent encore des cartes graphiques, je suis désolé. Elle se place face à l'iPad Pro d'eBot Drawer. Non, justement, elle se place pas face à l'iPad Pro parce que c'est moins puissant qu'un iPad Pro. Il n'y a pas un écran 100 Hz, donc pour les professionnels notamment qui utilisent beaucoup des iPad Pro pour dessiner ou faire de la calligraphie, eh bien écoutez, c'est moins performant. Donc elle se destine plutôt à concurrencer l'iPad Air, on va dire, et d'être la tablette haut de gamme non professionnelle Android de référence. Et encore une fois, vous connaissez mon avis sur les tablettes Android et surtout sur Android tablette, l'OS lui-même. Encore une fois, je l'ai vu ce hardware. On a même à la rédaction, ici, on a une S7 Plus OLED. Et le problème, c'est pas le hardware. Hein. Le hardware est superbe, c'est du niveau de l'iPad, très bien, aucun souci. Le niveau pour moi, c'est le software. Et encore une fois, Android tablette. Ça marche pour les tâches de base, mais pour plus, je vois pas pourquoi je mettrais autant d'argent dans un OS qui est un OS avec un écosystème vraiment limité et une expérience vraiment un peu feignante par rapport à ce que peut être iPadOS. Donc voilà. Moi, voilà. On va pas rentrer dans le débat, mais pour moi, au-dessus de 250 €, 300 €, je me pose vraiment la question de l'intérêt d'acheter une tablette Android par rapport à une tablette iPadOS, pardon. En tout cas, en attendant, si vous voulez quand même acheter une tablette Android haut de gamme, allez voir ce test de Kevin de la Samsung Tab 7 FE dans sa version 5G. Voilà. Hop, comment ça je suis dur, Will Pietrac? Oui, je suis dur. Encore une fois, je suis désolé, et tout le monde le sait, tout le monde le dit, et les ventes de tablettes Android ne mentent pas. Android tablette, ça ne fonctionne pas parce que c'est quelque chose qui est un peu délaissé. Et c'est pas le seul problème d'Android, puisque Wear OS, qui est un peu Android des smartwatches, a été aussi délaissé, et le matos en a souffert, les ventes en ont souffert, etc. Et aujourd'hui, les montres qui se vendent le plus, c'est iOS, Tizen OS, Harmony OS et pas Wear OS. Donc pour moi, c'est la faute de Google. Là-dessus, c'est pareil pour Android tablette. On va pas se mentir, pour les trucs de base, ça marche. Pour les trucs plus avancés, il y a mieux ailleurs. Il y a mieux ailleurs. En parlant de tablette, justement, on va parler maintenant des téléphones pliants. Je vous rappelle qu'on a publié le test du Z Fold 3, le voici, ça c'est le Z Fold 2. Eh bien, je vous rappelle qu'on a beaucoup aimé le Z Fold 3, puisque Laure lui a mis 5 étoiles, ce qui est plutôt rare pour ce très très bon téléphone pliant. Mais il y en a aussi un autre téléphone pliant haut de gamme qui a impressionné beaucoup de monde, mais qui n'est jamais arrivé vraiment en France. Il vient de chez Huawei. Et du coup, nos confrères de chez XDA
développeurs eh bien, ont les deux en même temps et les ont un peu comparés. Alors encore une fois, comme ils le disent eux-mêmes, et je trouve qu'ils ont raison de le dire, c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être totalement si on hésite à acheter les deux. Parce que littéralement, il y a un téléphone qui est sous Android et l'autre téléphone qui était sous Android mais sans l'écosystème Google, c'est-à-dire le Play Store, et qui même depuis est littéralement un téléphone qui a été patché pour passer sous Harmony OS. Donc l'OS fait que les deux sont pas spécialement comparables. Mais l'approche qu'ils ont est plutôt intéressante. Et si vous aimez bien les téléphones pliants et pliables, ou dépliants et dépliables, eh bien vous pouvez voir ce comparatif entre les deux. Ça, c'est le Fold 3 à gauche, et ça, c'est le Mate X2 à droite, vous voyez, qui est encore plus grand. Et vous voyez surtout le système de repli qui est évidemment assez, assez similaire, parce que le Mate X2 est rentré dans le rang, on va dire, et a adopté le form factor du Fold. Je vous rappelle à la base, le Mate X3 se replie dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt un téléphone repliant. Donc c'était pas un téléphone dépliant. C'est-à-dire que vous aviez un téléphone avec un écran comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir l'image. Mais là où le Fold en fait vous permet de replier votre téléphone en deux là, et vous avez un écran. Je vous rappelle que le premier Mate X de Huawei, c'était un écran qui était comme ça et qui se repliait vers l'extérieur. Donc en fait, quand vous le repliez, vous n'aviez qu'une partie de cet écran qui était visible. Ce qui est très différent de ce téléphone où vous avez un écran puis un deuxième écran. C'était très spectaculaire, je trouvais le design très chouette, il y avait plein d'autres avantages, mais je pense que Huawei s'est dit que c'était peut-être un peu fragile d'avoir un téléphone dont l'écran est de là jusqu'à là, et donc il n'y a pas de housse possible, et je pense que dans la vraie vie, en vrai, voilà. Donc en tout cas, ils sont revenus dans le rang, mais vous pouvez voir que le Mate X2 a aussi des arguments par rapport au Fold 3. Donc déjà, il a un écran plus grand, vous le voyez ici. Il a aussi donc ce fameux pli qui est beaucoup moins visible que celui du Fold 3. Bref, il a ses avantages. Et aussi l'autre, évidemment, meilleur avantage, c'est que Huawei n'a pas lésiné sur la partie photo par rapport à Samsung. Parce que je vous rappelle que Samsung, la partie photo de ce téléphone à 1800 €, c'est une partie photo d'un téléphone à 400 €. Là où chez Huawei, la partie photo, c'est une partie photo haut de gamme. Bref, sur le papier, j'ai envie de vous dire que Huawei a des vrais arguments par rapport à Samsung. Mais évidemment, le problème, c'est que Huawei, eh bien aujourd'hui, c'est sur Harmony OS et ça va refroidir beaucoup de personnes. Et l'autre aussi problème, c'est que le Huawei Mate X2 coûte la bagatelle de 2800 $ par rapport aux 1800 $ du Fold 2. Donc déjà que 1800 $ pour un téléphone, c'est costaud. 2800 $, on est vraiment on est vraiment parti dans un délire vraiment différent. Voilà. Je sens que j'ai trigger des personnes, encore une fois, avec mon point Android tablette, c'est nul. Écoutez, calmez-vous. J'ai dit que Android tablette c'était nul, mais en fait, ce que je voulais dire en vrai, c'était que Android tablette c'est nul. Voilà. Allez, point suivant. On continue et on va maintenant passer aux télé OLED. Et on va passer même au point OLED en général, parce qu'il y a beaucoup d'OLED. On commence avec, écoutez, les télé OLED de chez LG et on nous confirme, et je vous avais parlé un petit peu en rumeur, mais là ça va être confirmé parce que Tanguy Andréon nous confirme que ça y est, les télé OLED que beaucoup de personnes attendent vont enfin arriver. Donc de la OLED 42 pouces surtout, pardon, 42 pouces va arriver en 2022. La rumeur, c'était qu'évidemment, LG avait un petit peu repoussé sa fameuse télé de fin 2021 à peut-être 2022, sa télé 42 pouces. Et bien écoutez, ça va être confirmé là-dessus. Des bisous les Androidos. C'est pas grave, on peut pas tout avoir. Donc on en avait discuté dans des émissions précédentes, parce que je vous rappelle que LG a essayé de vendre sa télé 48 pouces, sa 48 CX, comme un écran de gaming ultime. On va pas se mentir, pour les gens qui ont testé un écran de 48 pouces à mettre sur un bureau de PC, c'est clairement trop grand pour beaucoup trop de tâches. Donc peut-être que certaines tâches, comme peut-être voilà des voitures de F1, ça peut le faire, mais évidemment, c'est beaucoup trop grand quand la plupart des personnes tournent en 27, allez peut-être en 32, 34 pouces. Donc évidemment, on attend tous et toutes la licorne qui serait un écran OLED 32 pouces, là on en rêve tous, mais en attendant, tranquillement, écoutez, LG réduit la taille des écrans et vient vers nous. Merci YoWave pour ton abonnement Prime, et vient vers nous avec une télé donc 42 pouces qui ne sortira pas à la fin de l'année malheureusement, mais plutôt l'année prochaine.
Et Uvexfel qui dit perso j'ai un écran 55 pouces et donc le 48 pouces sur mon bureau c'est parfait. Grand bien t'en face, moi personnellement, 48 pouces à 60 centimètres ou 1 mètre de ma tête, pour moi c'est beaucoup trop grand, quoi. Moi idéalement, pour un écran de PC, hein, je parle pas d'un écran dans votre salon, un écran de PC de 32 pouces, ce serait l'idéal en OLED, ou 34 pouces ultra wide, ce serait vraiment l'idéal en OLED. On s'en approche. Je vous rappelle qu'il y a quand même un argument pour ça, c'est que, encore une fois, lorsque vous essayez d'acheter des écrans de gaming haut de gamme, les prix s'envolent très vite. Et aujourd'hui, si vous voulez acheter un écran euh, 34 pouces ultra wide avec une résolution au moins équivalent 4K, avec un lag input minimum, avec une fluidité maximum, avec un contraste et une colorimétrie au top, vous vous retrouvez avec des écrans qui valent facilement 1500-2000 euros. Et en fait, aujourd'hui, une télé OLED avec un port HDMI 2.1, donc qui fait de la 4K 120 Hz, et toutes les qualités d'OLED que vous connaissez, hein, un lag input qui est vraiment ridicule, un angle de vision qui est gigantesque, un contraste qui est infini, etc. Et bien, vous pouvez trouver des télé OLED à moins de 1000 euros en 55 pouces, voire des fois en 48 pouces. Donc évidemment, l'OLED, il a ses propres désavantages par rapport à un écran gaming LCD. Il a ses avantages, les deux se discutent, mais ce que je trouve de plus en plus dur à justifier pour les écrans gaming haut de gamme, c'est qu'en fait un écran gaming haut de gamme qui est même pas OLED coûte beaucoup plus cher qu'une télé OLED. Alors encore une fois, on parle de gens qui peuvent mettre 1000 euros dans leur écran gaming. Mais encore une fois, regardez le prix des écrans gaming très haut de gamme, ça monte très très vite, très très haut, et c'est pas le Samsung Odyssey G9 mini LED à 2400 euros qui me dira un peu le contraire. Donc voilà, un jour on aura peut-être du 32 voire du 27 pouces en OLED, ça ce serait le rêve. Mais voilà, vous voyez, ça arrive petit à petit, quoi. On était avec 55 pouces d'un côté et 6-7 pouces de l'autre avec les téléphones et les télés. Et puis les téléphones ont grandi avec les tablettes et maintenant les ordinateurs portables à 14-15 pouces. Les télés sont à 55, 48, 42. On a eu des propositions d'écrans OLED qui sont jamais sortis à 32 pouces. Il y a quelques protos très chers qui sont dans l'industrie, notamment du cinéma, qui ont des écrans 21 ou 24 pouces OLED, mais on va dire qu'ils n'existent pas. Bref, le gap entre les deux là, la fameuse case 24 pouces, 34 pouces, qui n'existe pas en OLED, un jour, on va y avoir droit. Alors, je ne vais pas vous mentir aussi, un jour on y aura droit et puis on va douiller parce que ça va coûter cher, mais un jour on y aura droit et peut-être que l'écran de rêve, qui est un écran 27 pouces 16 neuvième OLED ou un écran 34 pouces ultra wide OLED, arrivera. En attendant, 42 pouces, c'est pour l'année prochaine. On y va doucement. Warzeo qui dit d'ailleurs vous allez tester le Mate View GT de Huawei. C'est possible si Huawei nous l'envoie. On a testé le Mate View mais de boulot le 28 pouces et le gaming peut-être. Alors, on enchaîne avec l'OLED et ce coup-ci c'est Asus qui a fait tout feu tout bois de l'OLED. Depuis le mois de juillet, Asus a sorti ses premiers ordinateurs OLED avec notamment un modèle à moins de 1000 euros. J'espère qu'on ne fait pas un jeu à boire avec à chaque fois que je prononce le mot OLED. Mais c'est pas fini puisque Asus continue et pousse très très fort sur cette technologie. Je vais pas faire toutes les références et toutes les annonces qu'il y a parce qu'il y en a eu plusieurs, mais Guillaume vous récapitule un petit peu toutes les annonces. Donc ce sont des laptops pour les créateurs. Donc je vous rappelle, laptops pour les créateurs, en gros ce sont des PC puissants, voire des PC gaming, mais avec un design un peu moins futuriste peut-être. Eh bien, vous avez donc du VivoBook Pro 14, du VivoBook Pro 15 pouces. Voilà, hop là. VivoBook Pro 16X, VivoBook Pro 14X, donc différentes gammes avec notamment des écrans qui sont censés être OLED et surtout calibrés. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que les premiers écrans OLED d'ordinateur, c'était un peu tout n'importe quoi. Mais voilà. Une connectique un peu complète, ça c'est bien aussi. Des processeurs Ryzen ou Intel Core, voilà, c'est bien. Même si encore une fois, on est sur l'Intel Core de 11e génération. Je vous rappelle, faites un peu attention parce que l'Intel Core de 12e génération, il arrive dans un mois dans le commerce, 1 ou 2 mois dans le commerce. Je pense qu'il va être très intéressant par rapport à la 11e génération. Et donc si vous comptez mettre de l'argent et beaucoup d'argent dans ce type de machine, je pense que vous seriez à même de garder un peu votre argent quelques semaines pour voir ce que proposera notamment Intel avec la 12e génération. En attendant, il y a aussi du AMD Ryzen qui marche très très bien. Bref, allez voir tous ces ordinateurs OLED de la part de Asus avec toutes les gammes et toutes les gammes de prix.
Bref. Est-ce qu'il y a des problèmes de marquage d'écran sur les télé OLED, demande Altec. Oui, les premiers écrans OLED avaient des problèmes de burn-in, mais ces problèmes ont largement été euh, corrigés. Alors, comme l'a dit si bien Tanguy, parce que Tanguy avait déjà répondu à vos questions là-dessus, on ne peut pas tester des écrans sur une très longue durée, parce que généralement on reçoit des écrans, on fait toute une batterie de tests, parfois on les garde 1 ou 2 mois, mais globalement on les garde plutôt 1 ou 2 semaines. Et donc on a très difficilement la possibilité de faire des tests d'écran sur 5 ans, c'est-à-dire garder un écran et lui faire regarder la télé toute la journée, mettre 1 heure de jeu vidéo et puis voir ce qui se passe au bout de 1 ou 2 ans. Ça c'est compliqué. Mais en tout cas les constructeurs ont mis en place des systèmes anti-burn-in sur les écrans OLED et ont essayé de corriger ce défaut, qui est un défaut qui a touché les écrans plasma à l'époque, qui est un défaut qui a touché les écrans LCD à l'époque, et aujourd'hui les écrans LCD n'ont pas de problème de burn-in. Donc normalement, on nous promet que depuis, on va dire, 2 ou 3 générations d'écrans OLED, le burn-in est quand même plutôt bien géré. Donc notamment, vous allez avoir un décalage de 1 pixel de votre image régulièrement, une mise en veille rapide, etc. etc. Voilà, Guillaume, ah bah merci, il y a Guillaume dans le chat qui qui a fait déjà ses articles de présentation et qui vous donne la précision. Guillaume nous dit qu'Asus aussi décale de 1 pixel l'affichage, un peu comme peut faire LG. Justement, on reste avec Guillaume, ce cher Guillaume Henry, qui a aussi vu encore d'autres PC Asus avec, méga surprise, des écrans OLED. Incroyable. Donc maintenant, on va parler des ZenBook. Ce coup-ci, ce ne sont plus des ordinateurs dédiés aux créateurs et aux créatifs là-dessus. Et vous allez voir, des ordinateurs, ma foi, très jolis et qui récupèrent eux aussi également la technologie OLED. Donc là, vraiment, Asus, depuis le mois de juin-juillet, c'est le non-stop. Je pense que ça doit être les premiers clients de ces dalles OLED Samsung qui avaient été annoncés l'année dernière, mais ils en mettent absolument toutes les sauces. Donc là-dessus, beaucoup de specs, beaucoup d'offres, beaucoup de prix. Je vous invite à aller voir les 2 articles de Guillaume pour avoir un résumé de toutes ces offres des ordinateurs Asus. Donc, et je vous rappelle, le seul truc à retenir, beaucoup de LED. Allez, on enchaîne maintenant après avoir parlé un petit peu des ordinateurs Asus. Je ne vais pas donner le nom de la technologie parce que j'en peux plus, mais c'est une bonne technologie. On va passer maintenant à du cloud, de l'internet, de la sécurité, et on commence par les VPN. Et c'est Renaud qui s'est penché dessus parce que vous savez, chez nous à la rédaction, Monsieur VPN, l'homme qui adore tester des VPN, c'est Renaud Labracherie. Et il nous remonte quelque chose, un audit notamment de Cure53, qui est une boîte allemande très réputée dans les audits et les tests de VPN, puisque Mozilla, qui avait lancé un peu en grande pompe son VPN, eh bien, a voulu montrer patte blanche et faire tester son VPN par Cure53. Eh bien, selon Cure53, il y avait quand même 2 problèmes de gravité moyenne et un de gravité élevée qui a été relevé par Cure53. C'est un peu leur rapport. Et du coup, eh bien, ça a permis à Mozilla de identifier, enfin, c'est Cure53 qui a identifié ces failles et Mozilla s'est évidemment empressé de les corriger. Mais donc ça permet à Mozilla VPN, en tout cas, je vous rappelle, qui est lancé à 9 € par mois, de passer tous les tests, on va dire, et de corriger ces failles numéro 1. On avait notamment une présentation ici de ce VPN. Allez voir si ça vous intéresse. Évidemment, ceci n'est pas une émission sponsorisée par SudVPN, bien sûr. Hop. Après avoir parlé de VPN, on va parler maintenant de cloud avec OVH Cloud qui a une offre, alors je vais passer rapidement dessus parce que c'est une offre très professionnelle, mais c'est une offre qualifiée SecNum Cloud. Qu'est-ce que ça veut dire que SecNum Cloud? En général, quand vous parlez de sec, c'est sécurité dans l'informatique, voilà. Donc là-dessus, c'est un peu la même chose. C'est une offre qui a demandé une sorte de certification et donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a accordé à OVH Cloud la qualification SecNum Cloud. Donc voilà, si vous voulez monter un cloud privé avec certains privilèges et beaucoup de sécurité, eh bien l'offre d'OVH Cloud elle est certifiée. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Maintenant qu'on a parlé de tout cela, on va rester un peu dans les internets, les réseaux, etc. On va parler de Twitter, évidemment le réseau du bien-être et du développement personnel parmi tous les réseaux sociaux. Twitter qui continue d'avancer sur tous ces petits chantiers, et chez Twitter il y a beaucoup de chantiers. Donc je vous rappelle, on a parlé il y a quelques jours, avant-hier, du super follow, donc cette nouvelle monétisation possible sur Twitter qui vous permet de rendre vos tweets accessibles
contre de l'argent, et on a vu les premiers membres de Twitter qui ont eu accès à cette fonctionnalité. C'était un cast assez hétéroclite, on va dire. Eh bien, Twitter qui continue en tout cas à, comment dire, à expérimenter des nouvelles fonctionnalités, et une qui va intéresser beaucoup de personnes. Je ne vise évidemment personne, mais si vous connaissez notamment James Good, vous saurez de quoi je parle. Eh bien, il y a une fonctionnalité qui vous permettrait d'archiver automatiquement vos tweets. C'est-à-dire que vos tweets ne deviendraient plus accessibles, à part à vous, au bout de 30, 60, 90 jours, un an ou pas du tout. Et ça vous permettrait notamment peut-être automatiquement, on va dire, de nettoyer votre historique de propos, euh, sur peut-être des tweets que vous aurez regrettés, genre des tweets qui auraient été faits il y a quelques temps. À une époque, vous étiez peut-être une autre personne, voilà. Ou des tweets que vous aurez fait il y a 15 minutes si vous êtes Romain Chaland. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui pourrait intéresser pas mal de monde, même si je vous rappelle que c'est pour l'instant, Twitter a tendance à faire des tests un peu en public et ne pas se cacher. Et ça ne veut pas dire que tout arrive, hein. Je vous rappelle que le bouton éditer tweet, ça fait 8 ans qu'on en parle, il n'est toujours pas disponible. Autre chose intéressante, c'est vous pouvez évidemment faire un peu disparaître votre passé, votre passif Twitter, mais il y aura aussi d'autres fonctionnalités pour aussi disparaître de conversations. Si vous avez été dans des conversations qui ne vous intéressent pas, ou vous êtes fait embringuer dans une dispute, genre un peu ce qui se passe dans la cour de notre immeuble en ce moment, et que quelqu'un a dit c'est une honte, nanana, cessez, et puis en fait il va vous taguer 25 personnes dedans, et vous retrouver pris dans une bataille comme seul Twitter sait les générer tous les vendredis d'ailleurs, ça a commencé cet après-midi normalement si tout va bien, les dramas. Eh bien vous pouvez aussi vous retirer d'une conversation a posteriori, et ça permettra du coup de vous faire oublier peut-être de certaines conversations potentielles. Le chatpay qui dit on va se retrouver avec des Wayback Machines en raison de licenciements. Encore une fois, est-ce que l'archivage de tweets fait que ces tweets vont vraiment disparaître? Effectivement, Wayback Machine permet de retrouver des choses qui ont été supprimées, mais encore une fois, ce n'est pas sûr. Voilà. C'est pas fini avec Twitter, puisque Twitter vous permet de disparaître un peu, enfin, vous permettrait de disparaître des yeux des autres, mais plus intéressant, et j'espère que ça va arriver plus vite, Twitter va vous permettre aussi de faire disparaître des gens très vite, notamment par exemple des trolls ou des harceleurs. Et donc, on a un mode sécurité rapporté par ZDNet, nos confrères de ZDNet, qui nous dit qu'on aurait un moyen d'éjecter de manière temporaire des utilisateurs respectueux. Là-dessus, ça pourrait durer quelques jours, voire plus en tout cas. Pareil, c'est à l'étude. Mais Twitter vient de déployer une nouvelle fonctionnalité basée mode sécurité, dont l'objectif est de permettre de bloquer temporairement certains comptes pendant 7 jours s'ils sont surpris en train d'insulter des utilisateurs ou d'envoyer des remarques haineuses à répétition. On risque de... Twitter, ça risque de ressembler à Paris au mois d'août, hein. On va entendre les oiseaux chanter, littéralement, parce qu'il ne va plus y avoir grand monde. Cette fonctionnalité ne sera disponible pour l'heure que pour un petit groupe d'utilisateurs anglophones sur iOS, Android, et Twitter.com a expliqué la plateforme. Voilà. À voir. À voir si ça marche, encore une fois, parce que je vous rappelle que toutes les... le Twitter de Das va être très vite, nous dit GPIF, potentiellement. À voir comment ça va fonctionner, parce qu'aujourd'hui, les systèmes de sanctions et de modération et de claim, etc., sur les plateformes, c'est un problème, c'est semi-automatique. Des fois, c'est fait manuellement, des fois, c'est fait par un bot. À voir, encore une fois, comment ce mode sécurité va se déclencher. Je sens qu'il va y avoir des abus, hein. On a vu, il y a eu pas mal de dérapages ces derniers temps notamment. Toujours pas fini, on continue, on termine avec Twitter, avec les nouveautés, on ne s'arrête jamais. Je vous rappelle que Twitter avait lancé le super follow pour donner de l'argent à des gens qui ont un contenu qui, on va dire, mérite votre intérêt, et donc votre argent. Eh bien, vous allez pouvoir peut-être leur envoyer de l'argent sous forme de Bitcoin. Et oui, car je vous rappelle que Jack Dorsey, qui est ce qu'on appelle un Bitcoin maximaliste, donc là un Bitcoin évangéliste selon Engadget. Donc je vous rappelle que Jack Dorsey pense que le Bitcoin pourrait apporter la paix dans le monde, hein. Il en est à peu près à ce niveau-là. Eh bien, Jack Dorsey qui prépare notamment aussi beaucoup de projets autour du Bitcoin, eh bien, pourrait faire en sorte qu'on puisse donner des pourboires, des subs, à des personnes en Bitcoin. Donc évidemment pas un Bitcoin, ça fait un peu beaucoup. Le Bitcoin était toujours à 50 000 $, je ne sais pas. Mais peut-être des fractions de Bitcoin, hein, des Satoshi comme on les appelle, pour eh bien, écoutez, envoyer des tips à des utilisateurs. Et j'ai vraiment hâte de voir lorsque on va recevoir de l'argent
via un tweet. On sera genre, ok, bah, j'ai reçu de l'argent via un tweet. Euh, c'est pas con encore une fois, parce que je vous rappelle que la technique du tips et la, et le business du tips aide beaucoup de créateurs de contenu et de créatrices de contenu, que ce soit sur Vimeo, que ce soit évidemment ici sur Twitch, que ce soit sur des plateformes dédiées comme Utip, même sur YouTube maintenant on peut tiper des gens. Pourquoi ne pas donner un petit pourboire ou un petit équivalent de café à quelqu'un qui vous aura fait bien rigoler avec ses tweets, au hasard quelqu'un qui aura passé les combattants de Street Fighter à la moulinette de l'intelligence artificielle de Google, au hasard. Le BTC est repassé au-dessus des 50 000 dollars. C'est bon ça. Merci Coconois. Alors, voilà en tout cas pour toutes les nouveautés côté Twitter. Vous avez vu le réseau, le petit oiseau bleu ne s'arrête pas trop et ça continue à être extrêmement, extrêmement actif. On va maintenant passer à un autre réseau qui fut un temps le roi des réseaux. C'est un temps que littéralement les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vais vous parler de Yahoo et aussi AOL. Il y a quelques mois, donc au mois de mai, début mai, Verizon, qui est un très gros téléopérateur américain, a revendu Yahoo et AOL au fonds d'investissement Apollo. Et le tout pour 5 milliards de dollars. Le truc, c'est que Verizon, 3 ans plus tôt, avait acheté, 4 ans plus tôt, avait acheté Yahoo et AOL pour 9 milliards de dollars. Et il y a quelques années, Yahoo et AOL valaient chacun entre 120 et 135 milliards de dollars. Donc c'est la chute complètement dingue. Et c'est la patate chaude que tout le monde se refile, c'est Yahoo et AOL qui étaient un peu les géants de l'internet du début des années 2000, voire la fin des années 90. Mais c'est une chute qui ne s'arrête jamais. Et donc ça c'était la news de mai. Pourquoi je vous en parle? Parce que eh bien, l'achat a été, officialisé par Apollo. Et ce qui est marrant, eh bien écoutez, c'est que Yahoo et AOL, quand ils ont été rachetés par Verizon Media, ils ont été renommés en Verizon Media. Du coup, Apollo a racheté à Verizon Media, qui contient Yahoo et AOL. Et maintenant qu'Apollo a racheté Verizon Media, ils vont renommer Verizon Media en Yahoo. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Parce que moi, pas trop en fait. Mais en gros, je pense qu'Apollo a acheté un nom de marque qui, ils pensent, est encore un peu bankable et sur lequel ils peuvent miser. Et donc, ils remettent en avant le nom lui-même de Yahoo en pensant que c'est encore assez cool pour que peut-être ils puissent tenter un petit peu des choses autour. Ce qui est intéressant, c'est que AOL aussi, littéralement, du coup, AOL disparaît et AOL devient Yahoo. Donc, comme ça, c'est comme ça, c'est clair. Mais c'est, j'ai envie de dire, le nouvel épisode de vraiment une chute aux enfers pour Yahoo, c'est un peu dur. Euh, Est-ce qu'ils vont tenter de faire le comeback historique là-dedans? J'y crois pas. Mais à une époque, on aurait pu croire que les GAFAM auraient pu s'appeler les GAFAMI, puisqu'on aurait eu GAFAM Y avec Yahoo qui aurait pu faire partie de tout cela. Après, je vous renvoie vers les nombreux articles autour des coups de pif de Yahoo qui a vraiment, ils ont foiré tous les QTE de la vie, Yahoo. À chaque fois qu'il fallait appuyer sur un bouton, ils ont appuyé sur l'autre bouton. Donc, ils auraient pu racheter Google. Non. Ils auraient pu avoir Twitch. Non. Ils auraient pu garder leur part dans Alibaba. Non. Ils auraient pu faire quelque chose de bien avec Flickr ou Tumblr. Non. Enfin, la totale. Vraiment incroyable. Et vraiment, n'oubliez pas qu'à une époque, la, la homepage d'Internet, c'était Yahoo. C'était littéralement un slogan. Les gens, tu démarrais ton navigateur, ton Netscape navigateur, ta page de garde, c'était Yahoo, comme aujourd'hui Google peut l'être pour certaines générations, ou Facebook peut l'être pour d'autres générations. Mais assez incroyable. En tout cas, voilà. Yahoo redevient Yahoo. Que dire de plus? On va enchaîner maintenant avec d'autres géants qui se portent beaucoup mieux, même s'ils se prennent des baffes. On va parler de Facebook, de Google et d'Apple, avec des amendes et des coups de pression assez costauds. Ah, je vois que dans le chat, il y a les vieux, la vieille qui se parlent de vieilles références. Eh oui, Alta Vista, Lycos, Club Internet, Itineris, toute une époque que je regrette pas trop. On commence avec Apple qui vient de se prendre une nouvelle gifle. Alors à gauche, il y avait la Corée du Sud. Et maintenant à droite, je vais pas taper mon micro pour Karl. Il y a le Japon. La Corée du Sud, je vous rappelle, avait giflé Apple et Google et les avait forcés à autoriser leurs développeurs à enfin proposer d'autres solutions de paiement que les leurs sur leur store, puisque selon le gouvernement sud-coréen et l'autorité de la concurrence sud-coréenne, eh bien, c'était des pratiques anticoncurrentielles justement de la part d'Apple et Google. Eh bien, aujourd'hui, ça continue puisque c'est le Japon qui vient de mener une procédure qui va forcer notamment, eh bien, écoutez, Apple à ouvrir
aussi ses choix de paiement pour les développeurs sur son App Store. Et donc c'est en train de tomber un peu comme des dominos là. C'est-à-dire que c'est une discussion qui a lieu aux États-Unis et en Europe. Et c'est une discussion qui est en train d'être close en Asie, où eh bien, écoutez, Apple est en train de perdre là-dessus sa position très ferme de contrôle sur le système de paiement. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on en a beaucoup parlé avec notamment le point avec le gouvernement sud-coréen. Mais Apple et Google, évidemment, ne sont pas contents du tout, mais pour l'instant, vont devoir eh bien, écoutez, se plier à ces lois là-dessus. Ah, ça y est, j'ai lancé des gens sur des vieux trucs des années 90, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Dans le chat, je vois que Hachiko64 dit qu'il utilise encore Winamp et Nero Burning Rom. J'ai découvert pourquoi le logiciel de graveur de CD s'appelle Nero. Je ne savais pas pourquoi le logiciel que tout le monde utilisait pour graver des CD s'appelait Nero. Et quelqu'un, je crois sur Twitter, je devrais lui envoyer des bitcoins tellement ce tweet était bon, a dit en fait le nom Nero Burning Rom, c'est un jeu de mots avec évidemment Nero qui brûle Rome. Et j'étais là genre, le fuck, le logo Carrefour, all over again. Et voilà, un jeu de mots qui m'a beaucoup fait rire. Bref, allez, on continue avec des géants qui se prennent des grosses tartounettes. Ce coup-ci, on va quitter... Ah, je vois qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Vous allez voir. Bientôt, on parlera du logo Carrefour. On va maintenant passer aux États-Unis, après le Japon. On va passer d'Apple à Google. Mais là-dessus, on va se reprendre aussi des petites bafounettes, puisque les États-Unis sont en train, effectivement, aussi de préparer un second procès contre Google. Évidemment, sa position de marché, sa position dominante sur le marché de la publicité et de la recherche. Et encore une fois, Google, pour la énième fois, qui est accusé, évidemment, d'avoir une position monopolistique et les pratiques évidemment, qui se sont, comment dire, qui se sont, enfin qui vont avec. En général, quand tu as une position monopolistique, on va dire que tu as les pratiques qui vont avec. On rappelle que le géant américain a enregistré un petit 23 milliards de revenus juste sur le marché de la publicité en ligne en 2020. Voilà, ça se met bien. Vimeo égale movie, nous dit Henri Cantonnet. Ah, je savais pas. C'est quoi le logo Carrefour, du coup, nous dit Pierre Bourdieu. Comment ça, tu connais pas l'histoire du logo Carrefour? Je suis obligé de le faire, hein, vite. Si vous n'êtes pas familier du design, il y a un concept dans le design qui est très à la mode, enfin qui a toujours été très à la mode, qui s'appelle l'espace négatif. Voilà, donc quand vous faites un dessin, l'espace négatif, c'est que vous dessinez quelque chose avec du vide. Et évidemment, le logo Carrefour que tout le monde a toujours vu pendant des années comme une flèche à droite et une flèche à gauche, eh bien, bonjour Minecraft Power, merci pour ton petit sub. Eh bien évidemment, en fait, c'est un C qui est dessiné dans l'espace négatif. Les designers dans le chat, dites-moi si c'est bien le terme, je crois que c'est espace négatif. Et donc évidemment, personne n'avait vu le C de Carrefour pendant des années, jusqu'à évidemment le voir ici. Vous pouvez aussi le retrouver dans d'autres types de logos qui se jouent sur l'espace négatif, et si je ne m'abuse, il y a FedEx avec la fameuse flèche dans l'espace négatif, mais vous voyez, quand vous regardez le logo de FedEx, en fait, dans FedEx, ils ont fait en sorte qu'il y ait une flèche. Et tout le monde était là genre, waouh, le mindfuck! Waouh là 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 là! Et puis après, si vous cherchez négative space logo, bah regardez, oh là là, incroyable. Vous allez vous retrouver dans plein de logos voilà, qui permettent de caler un requin dans un S, le fameux FedEx dont je vous avais parlé. Mais évidemment, ce sont des techniques de graphisme qui sont assez populaires et que j'ai toujours beaucoup aimé. Ouais, ça vous permet de jouer sur différentes choses. Mais là-dessus, évidemment, un des logos les plus connus de l'histoire en termes de negative space, c'est évidemment le logo Carrefour et le logo FedEx, qui sont souvent cités en termes d'exemple pour cette technique. Voilà. C'est tout, c'était l'instant Culture G du moment, mais ça vous permettra de comprendre des choses. Allez, on continue maintenant. Donc Google s'est pris une amende, Apple s'est pris, Apple s'est pris une amende, Apple s'est pris une gifle, Google va peut-être se prendre une amende. Et en attendant, Facebook, via WhatsApp, va s'en prendre une belle, puisque la RGPD
va leur coûter 225 millions d'euros d'amende. Je vous rappelle que WhatsApp et plus généralement Facebook et l'RGPD et les conditions d'utilisation, c'est une grande saga depuis le début de l'année. Mais en tout cas, eh bien écoutez, les CNIL européennes pensent que WhatsApp ne respecte pas encore suffisamment la RGPD et voudrait faire payer une amende de 225 millions d'euros. Alors comme d'hab, évidemment, euh, comme le dit très bien Mathieu, le groupe Facebook va faire appel. Vous savez très bien ce que c'est pour faire traîner les procès. Est-ce qu'ils paieront un jour, est-ce qu'ils paieront dans 8 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les autorités, notamment les différentes autorités du numérique, et ici c'est celle d'Irlande, sont en train de hausser le ton et d'être de plus en plus fermes avec les GAFAM et ne rigolent vraiment pas avec cette fameuse RGPD. Écoutez, on verra comment ça va se terminer, mais pour l'instant, WhatsApp a vraiment très 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 mauvaise réputation depuis le début de l'année et je pense que ça va ne faire qu'empirer là-dessus. On continue. Paf, on va être dans les temps, la régie. Non, je déconne. Jamais on va être dans les temps. Une autre news ce coup-ci, et on est en train de dire bon bah bravo les gouvernements pour un peu serrer la vis aux GAFAM avec leurs pratiques anticoncurrentielles. Bravo le Japon, bravo les États-Unis, bravo l'Europe. Là, pas bravo l'Australie, puisque Romain Chaland nous parle de nouvelles lois australiennes qui vont donner énormément de pouvoir aux autorités australiennes, notamment sur la vie privée. C'est quelque chose qui est assez incroyable et qui vient d'être validé par le Sénat australien. Je pense que ça aurait été juste présenté en France, les gens seraient dans la rue. Vous allez voir. Voilà. Le projet de loi introduit un mandat d'interruption de données qui permet à certaines forces de l'ordre, de police, d'accéder aux données des ordinateurs et d'en prendre le contrôle, littéralement, dans le but de contrecarrer la commission d'une activité criminelle. La police aura la possibilité de modifier les données, de les copier, d'en ajouter ou d'en supprimer. Donc littéralement, les mecs, ils sont chez toi. Ils sont posés chez toi, ils ont déployé la table basse, les viennoiseries, les boissons, ils sont littéralement chez toi. Un autre mandat d'activité de réseau permettra à la police de recueillir des renseignements à partir d'appareils et de réseaux utilisés ou susceptibles d'être utilisés par les personnes visées par le mandat. Quant au dernier article de la loi, il autorise la prise de contrôle de comptes en ligne aux fins de recueillir des informations pour une enquête. En cas de non-respect, un individu pourrait être condamné à 10 ans d'emprisonnement. Derrière le charabia législatif, il faut comprendre que les autorités s'accordent des latitudes énormes dans la surveillance de leurs cibles sur le web. Ça, c'est sûr. Leur permettant de s'introduire sur les appareils, de consulter ou modifier le contenu, et même d'accéder aux comptes en ligne des personnes. L'étendue des nouveaux pouvoirs est disproportionnée par rapport aux menaces de cybercriminalité contre lesquelles ils sont dirigés, s'est insurgée Lydia Thorpe, une sénatrice du Parti écologiste australien. En tout cas, voilà. Donc évidemment, la position des autorités, c'est de dire, mais non, mais on ne vise que évidemment les hackers, les cybertrafiquants et les méchants. Mais vous savez encore une fois que souvent, comme disait l'oncle de Spider-Man, à grand pouvoir, grand dérapage. Je crois que c'est ce qu'il disait, hein, un truc dans le genre. Donc là, le fait que les services de police aient vraiment accès à absolument tout ton ordinateur, voire puissent modifier, copier, prélever des choses là-dessus, ça sent quand même un petit peu le dérapage là-dessus. On suivra un peu ça parce que, évidemment, même si je pense que ce n'est pas près d'arriver en France, c'est quand même, on va dire, une orientation assez radicale de la part du gouvernement australien et qui pourrait peut-être faire jurisprudence dans d'autres États là-dessus. Merci les gens de m'avoir pris au premier degré pour Spider-Man. On enchaîne du coup, et ce coup-ci, on va terminer en Chine. Je voulais vous en parler depuis le début de la semaine, j'avais pas trop eu le temps. On va parler maintenant de la Chine, et la Chine qui, je crois, redevient communiste. C'est assez intéressant. Donc je vous rappelle que la Chine est une république communiste officiellement, mais que depuis 40 ans, on va dire que le communisme, c'est pour la carte postale, mais ensuite, pour faire tourner le pays, on était plutôt rentré dans une forme de capitalisme un peu sauvage avec un État qui restait un peu lui-même un acteur un peu puissant. Mais globalement, ça a été un peu le Far West ces dernières années dans les anciens grands pays communistes, les grandes nations communistes comme la Russie et la Chine. Donc on a vu notamment ces 40 dernières années que la Chine a explosé économiquement notamment, avec un nombre de millionnaires absolument dingo, un nombre de milliardaires absolument dingo, des entreprises comme Tencent, Huawei, Alibaba et compagnie qui ont pris des choses vraiment enfin des proportions énormes et des milliardaires qui sont nés de toutes ces nouvelles activités. Eh bien, c'est un peu la fin de la fiesta. À
quelques mois après, on va dire le premier coup de semonce. Je vous rappelle que le premier coup de semonce, c'est l'année dernière. Jack Ma, qui était le fondateur, un peu le Jeff Bezos chinois, parce que c'était le fondateur d'Alibaba, qui était l'homme le plus riche de Chine, qui faisait des shows pour les fêtes de fin d'année d'entreprise, et qui avait commencé à devenir un peu critique envers le gouvernement. Alors s'était-il pris un taquet? Je ne sais pas. Je vous dirais juste qu'il avait disparu pendant 6 semaines et qu'il est revenu et qu'il a dit j'aime le gouvernement chinois. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a pris 1 heure de colle ou 6 semaines de colle, je ne sais pas. Et depuis, la Chine ne fait que resserrer l'étau comment dire, sur les GAFAM chinois. Quelqu'un va me dire dans le chat quel est l'acronyme des GAFAM chinois, les BATX. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, Xi Jinping exige que les milliardaires chinois rendent l'argent. Des bisous à toi François. Très bon titre de la part de nos confrères de chez Cory. Et on va revenir à un concept qui fera plaisir à beaucoup de personnes dans le chat qui sont un peu anti-capitalisme sauvage, puisqu'on va revenir à ce qu'on appelle le concept de prospérité commune, c'est-à-dire la redistribution des richesses. Est-ce que les milliardaires devraient exister? Vous avez 2 heures pour m'en rendre des copies. Mais pour la Chine, eh bien, on est dans une république communiste un petit peu. Et je vous rappelle aussi que si vous connaissez la Chine, si vous partez de Shanghai et que vous repartez un peu dans le nord-ouest de la Chine, vous remontez dans le temps, hein, parce que à Shanghai vous êtes dans le turfu, dans la boîte de Shanghai vous êtes dans le présent, et puis après vous allez vous retrouver avec des paysans qui sont sortis du Moyen-Âge, qui n'ont accès à rien, qui sont encore très pauvres. Et donc là, en gros, le gouvernement commence à dire aux milliardaires, les gars, vous avez quand même beaucoup d'argent, on va redistribuer. Et en Chine, quand on dit on va redistribuer, je peux vous dire que vous n'allez pas avoir un milliardaire qui va faire une sortie dans le Figaro, dans les pages éco du Figaro, pour dire c'est un scandale, nous sommes absolument étranglés par les impôts, je vais devoir quitter le pays car je suis un patriote, etc. etc. Non, non. Là-bas en Chine, quand le gouvernement te dit tu vas donner de l'argent, tu rends l'argent. Voilà, c'est juste tu rends l'argent. Et donc, on a vu depuis quelques mois, notamment, une hausse spectaculaire des dons, notamment philanthropiques, et de la redistribution de l'argent de la part des milliardaires, des nouveaux milliardaires chinois, avec notamment une hausse de 20% de dons de la part de ces milliardaires, et puis des entreprises qui essaient toutes de montrer patte plus blanche que blanche. Voilà. Tencent a ainsi promis plus de 6 milliards de dollars pour alimenter un programme de prospérité commune. Chen Lei, le directeur de Pinduoduo, a quant à lui annoncé qu'il dédierait plus de 1,2 milliard d'euros à la modernisation de l'agriculture et la revitalisation des zones rurales. Vous voyez ces fameux oubliés de la croissance chinoise. Voilà. Quant aux universités du pays, elles voient aussi affluer de véritables fortunes. D'après Bloomberg, du coup, les donations de milliardaires chinois en 2021 sont d'ores et déjà 20% supérieures à toutes celles de l'an dernier. Donc, vous voyez, j'imagine que c'est une étude qui a donné les 6 premiers mois de l'année. Mais en tout cas, c'est intéressant. Le plus effrayant pour eux, c'est qu'ils ne savent pas quelle somme est considérée comme suffisante, explique un cas d'un organisme de charité au Financial Times. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est regarder combien leurs pères ont donné et essayer d'en faire autant. Comme d'hab, le charity business, hein, ces gens-là, encore une fois, ne donnent pas d'argent à l'église pour essayer d'aller au paradis, et je donne juste de l'argent à l'État pour essayer de ne pas aller en tôle. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle que si on pouvait trouver un comparatif un peu équivalent, bon, ça sort un peu de notre scope des nouvelles technologies. On aura vu que notamment la Russie, ça a été un peu le cas, puisque la Russie a aidé des gens à devenir des milliardaires, notamment grâce à l'énergie, au pétrole, etc. Et qu'ensuite, ces milliardaires, eux, ils n'ont pas voulu rendre l'argent. Donc il y a beaucoup de milliardaires qui se sont un peu enfuis à droite à gauche, ou qui sont dans des bras de fer un peu costauds avec le gouvernement russe. Bon, en tout cas ici, je pense que les milliardaires chinois se disent, bon, je suis très riche. Est-ce que je veux rester aussi riche et me faire poursuivre toute ma vie par l'État chinois, ou est-ce que je veux juste être très avec 2 traits de moins riche et être pépouse? Bon, ils ont peut-être fait leur choix. Mais en tout cas, c'est intéressant et vous allez peut-être voir dans les prochains mois tous les géants des télécoms et tous les géants du jeu vidéo chinois, donc voilà, Tencent, Huawei, Alibaba et compagnie, commencer à faire ruisseler l'argent. Hein, vous voyez comme quoi le ruissellement, c'est une théorie qui fonctionne. Il suffit juste de menacer assez fort. Mais bon, si ça peut aider toute la population chinoise, pourquoi pas? Pourquoi pas? On enchaîne maintenant et on va passer un peu dans un petit point sécurité avec un câble Lightning qui a été repéré par Vice. Et c'est un câble Lightning très sympa puisque ce câble Lightning en fait un hack
littéralement, si vous branchez ce câble Lightning, eh bien, un pirate va pouvoir s'infiltrer dans votre téléphone et créer une petite connexion Wi-Fi extrêmement sympathique là-dessus. Et le OMG Cable, c'est un câble USB-C vers Lightning, eh bien, qui vous permet, en tout cas, si vous l'utilisez, eh bien, de fuiter, de laisser fuiter un peu ce que vous tapez et d'avoir un hacker qui évidemment a configuré ce câble, ce OMG Cable, voir un peu ce que vous tapez. Donc attention évidemment lorsque vous achetez des câbles, toujours pareil, hein, faites très attention et essayez d'acheter des câbles, on va dire, certifiés ou de marques un peu connues. Mais j'aimerais bien, moi, pour la science, un jour on en achète un de ces câbles OMG Cable et qu'on le teste en fait ici au numérique en live pendant ce stream pour voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, ici vous voyez une démonstration assez rapide. Vous pouvez vous connecter tranquillement et vous voyez ce câble, et là ce câble qui ne fait que connecter un clavier en Lightning à un MacBook en USB-C, et bien vous voyez tout ce que vous êtes en train de taper, c'est récupéré par l'iPhone en Wi-Fi via ce petit câble. On est plus de 1000, Yoran Cantené, bienvenue à tout le monde. Merci de regarder cette quotidienne. Et faites attention encore une fois quand vous achetez des câbles. Et si vous êtes tenté par ces câbles, ne le faites pas s'il vous plaît. Restez cool là-dessus. Mais en tout cas, pour la science, ça s'appelle des OMG Cables. On va passer maintenant à la crypto-monnaie. Je vous rappelle, la crypto-monnaie, c'est une approche de l'argent qui est basée sur notamment un concept de décentralisation. Le but des crypto-monnaies, en passant par la technologie de la blockchain et par la technologie de la crypto, c'est de permettre de faire un échange, un transfert d'argent de pair à pair sans passer par un organisme central et le tout avec une certification du début à la fin, ce qu'on appelle une relation de confiance du début à la fin automatisée par cette fameuse blockchain. Donc ça c'est le principe de la blockchain. Et donc ce principe c'est notamment la dérégularisation des échanges et la décentralisation. Bon. Et bien pour le patron de la SEC, c'est évidemment c'est vraiment le gendarme financier américain, et bien pour lui l'avenir évidemment de la crypto dérégulé, c'est d'être régulé. Bon, après, encore une fois, le mec, c'est littéralement l'autorité financière américaine. Et intéressant, ce qu'il dit, c'est que il croit à l'avenir des cryptos. Il dit que les cryptos, c'est vraiment un système qui est très très puissant, mais que pour vraiment rentrer dans le grand public et pour éviter toutes les arnaques et le Far West actuellement et la spéculation sauvage, il faudra qu'à un moment, les cryptos trouvent un juste milieu entre efficacité technologique de la blockchain et quand même régulation par les États pour ne pas se retrouver avec des Far West et des projets qui peuvent aussi au hasard peut-être mettre en danger les futures monnaies numériques souveraines que sont l'euro électronique, le dollar électronique et le yuan électronique. Donc évidemment, Gary Gensler, il est en train de défendre son bout de gras, et on ne va pas lui en vouloir là-dessus, mais il nous dit qu'effectivement, pour l'instant, aucune forme de structure et d'infrastructure grande comme les finances n'a pu s'en sortir sans à un moment ou à un autre être régulé. Ça ne pourra jamais passer à un certain seuil d'adoption notamment, et dit la même chose notamment de la DeFi. Donc pour les gens qui ne connaissent pas la DeFi, c'est la Decentralized Finance, donc la finance décentralisée qui, elle, utilise encore plus ce concept d'échange d'argent de pair à pair, sans même passer par un exchange de type Coinbase ou de type Binance, eh bien il dit que même la finance décentralisée, qui est encore plus dérégulée, il faudra qu'elle passe par une régulation à terme. Là-dessus, on est sur un débat légendaire un petit peu dans la crypto-monnaie, où des gens sont évidemment contre toute forme de régulation et toute forme de centralisation. Des gens sont sur un entre-deux, et des gens pensent que en fait, ça va rentrer un peu dans le rang, avec on va dire, les progrès technologiques qu'apporte la blockchain, mais que ce sera des choses normales. Donc faites vos paris en attendant. On verra dans quelques années, puisque je suis assez certain que les crypto-monnaies vont devenir nos monnaies principales. Encore une fois, je ne parle pas forcément du Bitcoin, mais en tout cas de ce que sont en train de lancer les États autour du dollar numérique, de l'euro numérique et du yuan numérique, notamment, et du yen numérique si je ne m'abuse. Donc on aura des crypto-monnaies, mais ce seront des crypto-monnaies souveraines lancées et gérées par des États et des gouvernements. Donc de base, on en aura. Est-ce que demain, on va plus s'échanger de l'Ether ou du Cardano ou du Polkadot ou que sais-je encore, ou du Dogecoin ou du Bitcoin, ou alors des monnaies souveraines mais crypto?
Tout ce que je sais, c'est qu'encore une fois, demain, on va passer beaucoup par la blockchain parce que pour la finance, c'est quand même, il y a énormément d'avantages. Et là, je ne vous parle pas d'autres débats comme miner du Bitcoin ou comme toutes les arnaques qu'il peut y avoir aussi depuis 10 ans dans ce domaine là-dessus. Je vous parle juste du futur de la technologie de la blockchain pour la finance par rapport aujourd'hui au fiat, aux monnaies fiduciaires qui sont pas pratiques. Et encore une fois, de plus en plus, la monnaie fiduciaire et physique est en train de disparaître. Ça, c'est le sens de l'histoire. En attendant, allez lire un petit peu cette petite traduction des propos du président de la SEC par l'ami Mathieu Chartier. C'est sur les numériques, bien évidemment. Les crypto-monnaies ont besoin d'un cadre légal, selon le gendarme de la bourse américaine. On enchaîne avec, maintenant, on attaque la fin de cette quotidienne. Et oui, ça arrive déjà vite, et on va être à l'heure. Avec évidemment la SVOD et les chiffres de la SVOD, notamment en France. Vous savez que ça avait tout explosé, puisque évidemment en 2020, on a beaucoup travaillé, de chez nous bien sûr, mais peut-être en laissant en fond certaines séries télé, certains back catalogues. Ce qui a fait qu'évidemment, tous les Netflix, l'Amazon Prime, les Disney+, etc., avaient explosé. Eh bien, normalement, on est en train de rentrer dans le rang puisque le deuxième trimestre 2021 a effacé les gains de ces derniers mois, nous apprend une étude, en tout cas de NPA Conseil, qui indique que le taux d'abonnement des Français est revenu à son niveau de fin septembre 2020. Donc voilà, fin mars 2021, près de 53% des personnes interrogées étaient abonnées à un service de SVOD au minimum, mais il n'était plus que 50% en juin. Donc là, ça a littéralement baissé là-dessus. Donc selon NPA Conseil, depuis 2014 et l'arrivée de Netflix en France, on était un peu dans la horde sauvage. Il constate que c'est le premier coup de frein de croissance. Et déjà, on avait vu, Netflix avait averti qu'ils étaient en train de ralentir leur croissance et le passage des 210 millions d'abonnés avait été un peu lent et avait un peu inquiété le marché. Mais en tout cas, selon NPA Conseil, il y a encore de la marge puisque le marché n'est pas encore arrivé à maturité. Mais il vient sans doute d'atteindre un plateau. Donc les hausses drastiques et spectaculaires, c'est peut-être fini. Mais encore une fois, on va continuer à augmenter là-dessus. On enchaîne avec de la SVOD et on parle beaucoup de Netflix, on parle beaucoup d'Amazon, on parle beaucoup de Disney, voire même des fois d'Apple, ça arrive. Mais on parle un peu moins de Canal+, et Canal+ est toujours là. Canal+, a une offre aussi de SVOD et aussi une offre toujours de chaînes cryptées. Eh bien, Bastien a assisté à la conférence de Canal+, avec sa rentrée, ses nouvelles chaînes et ses nouvelles surtout formules d'abonnement. 5 formules d'abonnement repensées là-dessus. Pour une marque qui elle se porte bien, puisque la Canal+, en tout cas, se vend de mieux en mieux, surtout à l'étranger. Je crois qu'il y a un gros marché en Afrique pour Canal+, notamment. Le groupe cumule 22 millions d'abonnés dans le monde entier et vise les 30 millions d'ici à 2025. Pour ce faire, il a prévu d'injecter 3,2 milliards d'euros dans les contenus, qu'ils soient culturels ou sportifs. Bref, on va surtout voir les prix. Donc là, c'est toutes les séries, évidemment. La Ligue des Champions, voilà. Alors, nouvelle offre, en tout cas pour aussi l'intégration de l'offre football, parce qu'évidemment, je vous rappelle que ce qui a longtemps fait vendre Canal+, c'était le foot et le sexe. Bon, il reste que le foot, mais voilà. Le bouquet Qatari pour 26 € par mois et ensuite 36 € par mois. Ok. Et ensuite, certains matchs seront intégrés à MyCanal. Voilà. Ensuite, on aura une formule rugby et une Formule 1 aussi, enfin une Formule 1 aussi, très bien. Et on a des nouvelles offres et des anciennes offres qui disparaissent. Bref, est-ce que ce sera plus clair à la fin? Des nouvelles offres complexes mais plus simples. Vous avez la réponse à votre question. C'est compliqué, mais peut-être moins. Voilà. Donc le pack Canal qui démarre à 21 et en fait qui vous coûtera 25. Le côté cinéma qui lui va vous coûter 41 €. Le côté sport va vous coûter 46 €. Et le pack, bien un petit peu, vous savez, pour partager avec vos nombreux amis et votre famille qui sera à 80 € si vous avez un engagement de 2 ans, mais évidemment que vous allez vous répartir entre 4 personnes, donc on sera plutôt à 20 € par mois. Donc voilà, Canal+, moi j'ai jamais été abonné à Canal+, parce que j'ai toujours trouvé ça très cher. Je ne sais pas si dans le chat il y a des abonnés Canal+ qui me disent que cette offre est plus intéressante que l'ancienne. Moi je ne sais pas. Parce que, encore une fois, l'offre cinéma pour 41 € par mois, même si ça intègre Disney+ et Netflix et OCS, bon, c'est
quand même 40 € par mois, parce que pour 40 € par mois, je peux avoir Disney+, Netflix, OCS, Amazon, mais pas Canal. Bon. Je sais pas s'il y a des gens qui sont abonnés Canal+, et qui trouvent ça intéressant. Vous me direz dans le chat, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, puisque il est important maintenant de passer à notre section un peu future, et j'ai un petit chapitre pour terminer sur l'énergie et les énergies. Vous savez que c'est un peu mon dada, d'aller voir quelles seront les batteries et les énergies de demain. Premier constat, je vous en parle parce qu'après je vais vous montrer un truc trop stylé. Eh bien écoutez, les États-Unis en tout cas auront investi plus dans le solaire, plus dans le vent que dans le solaire et dans les gaz naturels en 2020. Et bon, et donc, même s'il y a beaucoup de débats sur les éoliennes, que ce soit sur le rendement, mais aussi sur l'entretien ou autre pollution visuelle, hein, je vous laisse en débattre évidemment avec une bienveillance incroyable dans le chat, eh bien les éoliennes ont le vent en poupe aux États-Unis, et les États-Unis qui continuent à dépenser dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent ça va s'améliorer parce qu'on va préparer des éoliennes plus grandes. Alors, vous voulez des éoliennes plus grandes? J'ai des éoliennes plus grandes. Et quand je vous dis plus grandes, c'est vraiment beaucoup plus grande, puisque je vous parle d'une éolienne qui fait 240 mètres de haut, et c'est le futur des éoliennes, puisque l'avenir des éoliennes, nous dit-on, ce sont des plus grosses éoliennes. No shit Sherlock. Non, sans déconner, apparemment, faire des éoliennes encore plus grandes, et beaucoup plus grandes, permettra d'être plus efficace que beaucoup d'éoliennes. Donc au lieu de dire qu'on a besoin de 10 éoliennes de taille normale, et bien peut-être qu'une éolienne qui fait l'équivalent de... je sais pas, qui fait l'équivalent de 7 éoliennes, aura la puissance de 11 éoliennes. Mais absolument incroyable, 240 mètres de haut, et si je ne m'abuse, il faut qu'on voit, voilà, les hélices font 118 mètres de long. Voilà, donc la surface balayée par ces petites hélices, c'est l'équivalent de 6 terrains de football. Donc je sais pas s'il y a... Je sais pas s'il y a un petit bonhomme for scale. Évidemment, ce ne sont pas les trucs qui vont être installés au milieu de la Corrèze, hein. C'est plutôt des trucs qui vont être installés au milieu des mers, hein. Mais si vous regardez bien, je pense que ça, c'est une barrière qui est au-dessus de la tête d'un homme pour vraiment pas qu'il puisse passer par-dessus bord, parce que j'imagine que là où elles vont être installées, le vent, c'est un peu un Mistral++. Donc à mon avis, on est sur quelque chose qui doit bien faire 2, 3, 4 mètres de haut là-dessus. Donc vous imaginez la taille de l'hélice. Salut Amitaku. Je peux vous dire que ça, s'il n'y a pas une scène finale dans James Bond, dans Fast and Furious sur une de ces hélices, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le truc. Mais en tout cas, du coup, ces hélices complètement, écoutez, dingues, normalement, vont permettre d'avoir un rendement bien meilleur que plusieurs éoliennes qui coûteraient plus cher, ou qui en fait prendraient une surface au sol encore plus grande. Donc, on est sur 80 gigawatts d'électricité, 80 gigawatts-heure. Il faut combien de gigawatts pour remonter dans le temps? Je sais plus. Je sais que quelqu'un va me le dire dans le chat. Mais c'est quand même complètement délirant. Ça permettrait en tout cas de faire baisser le coût de l'énergie de ces éoliennes en mer, là-dessus, qui est très très important. Mais c'est assez dingo de voir cette éolienne complètement folle et complètement gigantesque. Encore une fois, 240 mètres de haut, on est d'accord qu'on est plus haut que la tour Montparnasse, là, non? Si je ne m'abuse, la tour Eiffel, c'est 310 mètres de haut, je crois? Je ne sais pas. Mais bon, vous imaginez que si un jour vous partez faire un tour sur une de ces éoliennes, déjà, je pense que vous aurez un peu le vertige. Et en deux, je pense que vous allez vous prendre aussi un petit vent dans la gueule. Enfin, je sais même pas. J'arrive même pas à comprendre un peu. Regardez-moi la taille de cette hélice, quoi. Et en dessous, là, c'est un super tanker quand même, hein. Donc c'est complètement... Donc la tour Montparnasse, c'est à 209 mètres de haut, 210 mètres de haut, et 300 pour la tour Eiffel. Donc là, vous avez quand même une éolienne qui est plus grande que la tour Montparnasse en termes de taille, avec des hélices qui font chacune 117 mètres de longueur, quoi. C'est complètement fou. Ouf. Au milieu, c'est pour mettre des hamsters, me demande Amigatorback. Au milieu, c'est pour mettre beaucoup de hamsters. Au milieu, vous pourrez loger à peu près 9 millions de hamsters qui permettront de faire tourner évidemment ces éoliennes. Merci de sauver la planète, les petits rongeurs.
On va rester dans l'énergie avec, c'est un peu mon dada à moi. C'est pas un kink, c'est pas un kink. C'est pas un kink, c'est juste un dada. Ce sont évidemment les concurrents du lithium-ion. Comment essayer d'améliorer nos batteries actuelles? Est-ce que c'est le graphène? Est-ce que c'est une nouvelle technologie, etc., etc. Bon, première chose, la batterie au chlore. Oui, c'est ce que vous ressentez quand vous plongez dans une piscine publique, c'est le chlore. Mais le chlore, ça sert aussi à faire certaines batteries spécialisées et professionnelles que vous n'utilisez pas. Mais le problème du chlore, c'est qu'il a beaucoup d'avantages, mais qu'il n'est pas rechargeable. Eh bien, des chercheurs de l'université de Stanford ont mis au point un système qui permettrait aussi de recharger le chlore. Alors, une batterie lithium-ion peut être rechargée des centaines, voire 1000 fois sans problème. Là, pour l'instant, on atteindrait 200 fois pour une batterie au chlore, mais les recherches avancent et ça nous permettrait peut-être, eh bien, écoutez, sur ces batteries pas Li-ion mais Li-Sockel, eh bien, d'atteindre des batteries beaucoup plus efficaces que le lithium-ion. Encore une fois, c'est la chasse au lithium-ion. Beaucoup aussi d'avantages notamment, mais ce sont pour l'instant des batteries qui seront réservées pas pour des mettre dans une Game Boy, mais plutôt pour des installations là-dessus. Mais en tout cas, ça avance. Ça avance, et encore une fois, j'aime bien vous chroniquer des dizaines de technologies qui vont essayer de nous aider sur les batteries, parce que je vous rappelle qu'on est en train d'essayer d'électrifier la planète, et que pour électrifier la planète, il va falloir de l'énergie et de quoi la stocker un petit peu de manière plus efficace. On continue avec un autre concurrent, enfin une autre alternative aux batteries actuelles. Et ce coup-ci, c'est pas une batterie qui va se passer de lithium-ion, c'est une batterie qui pourrait peut-être se passer de cobalt. Puisque je vous rappelle, en voulant électrifier le monde entier, eh bien, on va évidemment avoir un autre type d'empreinte carbone et écologique que de forer la terre pour récupérer du pétrole à gogo. Et évidemment, aujourd'hui, les métaux différents métaux sont devenus des enjeux économiques, voire géopolitiques, voire des enjeux de guerre littéralement, et le cobalt notamment en fait partie. Et du coup, une entreprise chinoise est en train de mettre en place du coup des batteries de véhicules électriques qui n'utiliseraient pas de cobalt, et ce serait évidemment une avancée, puisque en ce moment, le cobalt, c'est un peu le nouvel or. C'est un peu l'or actuel, et tout le monde se bute dessus. Et donc, évidemment, on essaie de sortir du cobalt. Alors, évidemment, le but, c'est de sortir globalement de tous les métaux rares pour fabriquer des composants, fabriquer des batteries. Mais vous voyez que ça continue à chercher des alternatives aux batteries actuelles, puisque les batteries actuelles, eh bien, évidemment, c'est déjà un problème. Et c'est un problème qui va ne faire que grandir. Hackintosh nous dit surtout le cobalt, c'est aussi du travail d'enfant. Oui, c'est dans ce lien, notamment on en parle ici. Euh, mais effectivement, le cobalt, je peux vous dire qu'il n'est pas élevé dans des petites fermes bio en Île-de-France. Et évidemment, un peu comme les Blood Diamond en Afrique, eh bien, on peut parler de Blood métaux rares, puisque les entreprises qui extraient et revendent des métaux et qui notamment vont les chercher en Afrique, et bien derrière, je peux vous dire que on est loin de respecter les droits du travail, et encore moins les droits humains. Donc évidemment, c'est un enjeu très important. Et je vous rappelle que l'électrique, c'est plus propre que le thermique, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas d'empreinte écologique, voire politique et sociale, en tout cas. On termine avec une actu qui va très haut, des actus qui vont très haut et des actus qui vont très bas. La bataille, le petit concours de conquête de l'espace entre milliardaires. On va commencer par Jeff Bezos et Elon Musk qui continuent à s'envoyer des procès. Elon Musk qui a dit de manière assez drôle ces derniers temps que Jeff Bezos avait surtout pris sa retraite pour pouvoir accorder tout son temps à mettre en place, eh bien, écoutez, des plaintes contre Tesla. Eh bien, la dernière en date, c'est que... ah non, pardon. Oh là, je suis trompé. Je suis pas sur la bonne news. Yana, désolé. Là voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On parlera de sous-marins après. On finira par les sous-marins, d'accord? Amazon qui vient donc de déposer une plainte contre Starlink ce coup-ci. Et je vous rappelle que Starlink, c'est le programme de satellites à basse orbite d'Elon Musk. Donc Elon Musk est en train d'envoyer plein de satellites en basse orbite pour créer un réseau de télécommunications. Eh bien, SpaceX se plaint que Amazon, pour la énième fois, essaie de leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ne peuvent pas être compétitifs sur ce marché. Et donc, Amazon
demande souvent à la NASA et à autres autorités d'arrêter de favoriser SpaceX. SpaceX dit désolé les gars si on est les meilleurs et si vous êtes à la traîne. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête absolument jamais. Ils se prennent des plaintes sur plaintes et des complaintes sur complaintes. Et voilà. Et donc ça avait déclenché ce tweet assez amer et salé de la part d'Elon Musk qui n'en pouvait plus que Amazon essaie de leur mettre des bâtons dans les roues juste parce qu'en fait ils ne sont pas compétitifs selon lui. Donc évidemment, ça c'est la version de SpaceX. Mais c'est vrai que dans les faits, aujourd'hui, Amazon n'a pas de produit qui peut concurrencer directement les produits et les offres de SpaceX. Voilà, ça c'est le petit concours de caquettes entre milliardaires. Je vais vous en parler maintenant d'un autre qui a failli perdre la sienne, c'est Richard Branson. Mais avant, je vous parle de son entreprise Virgin Galactic. Virgin Galactic qui va commencer à mettre en place des vols commerciaux qui vont transporter des cargos notamment. Et ce qui est marrant, c'est que là, le cargo de ce premier vol, c'était des humains. Donc littéralement, ils ont mis des membres de l'Italian Air Force écoutez, dans un des vols. Et Virgin Galactic va essayer évidemment de diversifier son offre et transporter toujours plus de choses pour être évidemment rentable. Mais là, ils ont fait des tests avec l'Italian Air Force, ce qui est un petit peu drôle. Je vous en parle rapidement, c'est pas trop ce qui m'intéresse chez Virgin Galactic. Ce qui m'intéresse chez Virgin Galactic, c'est de revenir au vol inaugural de Richard Branson. Et on apprend, et c'est peut-être ma lecture du jour la plus dingo, Nicolas Schmidl, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est très au courant et qui suit de très très près cette fameuse conquête de l'espace. Il a même sorti un livre dédié à ça. Eh bien, lui qui est très au courant et qui connaît aussi très bien les coulisses de Virgin Galactic, eh bien, il nous annonce que les autorités aériennes américaines viennent de lancer une enquête sur la descente de Virgin Galactic, notamment qui contenait, eh bien, écoutez, Richard Branson lui-même, puisque en fait, on apprend qu'en fait, ce premier vol qui a été officiellement un succès, en public un succès pour Virgin Galactic, a frôlé la catastrophe. Et donc, notamment, ce qu'on apprend, c'est que des gens dans le stream ont pu voir dans la navette s'allumer une lumière rouge. Et on ne savait pas trop ce que c'était que cette lumière rouge. Eh bien, pour les gens qui connaissent Virgin Galactic, pour les pilotes, lorsque la lumière jaune s'allume, c'est que c'est vraiment très très chaud. Et d'après eux, et d'après ce texte, enfin cette enquête de Nicolas Schmidl, lorsque la lumière rouge s'allume, c'est qu'il est déjà trop tard. Et là, de quoi était-il trop tard? Eh bien, ça revient encore à une histoire de chibre et de taille de chibre. C'est que les deux pilotes de Virgin Galactic, pour vous faire un peu cette enquête courte, si vous n'avez pas le temps de la lire ou si vous n'êtes pas fan d'anglais, eh bien les deux pilotes de Virgin Galactic devaient s'élever jusqu'à une certaine hauteur. Et vous savez qu'il y a un débat sur la hauteur suffisante pour considérer avoir été dans l'espace. Et donc, selon beaucoup d'organismes, on devrait être au-dessus des 100 km normalement, même si encore une fois c'est une sorte de norme qui a été unifiée mais jamais vraiment formalisée. Et Virgin Galactic, eux, ils ont été au-delà que des 80 km, ce qui fait que dans le concours de Zizi, évidemment, Jeff Bezos dit la mienne est plus grande que la tienne car j'étais au-delà des 100 km. Mais pour que Virgin Galactic atteigne ne serait-ce que les 80 km, eh bien il a fallu pousser un peu plus loin, voire un peu trop loin. Monsieur avait respecté la quéquette des ultra-riches, c'est vrai. Mais bon, vous savez, c'est compliqué d'être un ultra-riche, parce que quand tu es un pauvre et que tu fais un concours de gna-gna avec ton voisin, bon, tu compares ta voiture sur l'allée du garage. Là, tu dois comparer ton altitude dans l'espace. Donc on est quand même sur des levels de complexes assez costauds. Donc Richard Branson, en fait, et Virgin Galactic et Servicecom auraient mis la pression pour que absolument, cette navette ou cet avion à haute altitude dépasse les 80 km, ce qui n'était pas en fait garanti, ce qui était très risqué pour eux, puisque je vous rappelle que il y a deux différences entre Virgin Galactic et notamment Blue Origin de Jeff Bezos. C'est qu'il y en a un, c'est un avion qui est transporté par un avion, qui est lâché à haute altitude par un avion pour partir plus haut et redescendre, et l'autre c'est une fusée qui part à la verticale et qui redescend en cloche. Voilà. La deuxième différence un peu notable entre les deux projets, pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est que la navette, enfin le lanceur de Blue Origin, c'est un lanceur automatique. En gros, toutes les personnes à l'intérieur ne sont que des passagers. Là où l'avion de Virgin Galactic n'est pas un avion automatisé, c'est pas un drone, il y a deux pilotes. Donc voilà, donc ça va changer beaucoup de choses. En gros, les pilotes de Virgin Galactic ont été un peu obligés
de pousser les limites de la trajectoire donnée de leur navette pour dépasser ces fameux 80 km et avoir cet effet d'annonce pour Virgin Galactic. Mais pour cela, en fait, ils ont un peu dévié de la trajectoire de courbe et de parabole qui avait été calculée au départ. Et en fait, la redescente ne s'est pas faite dans la trajectoire prévue. Et ils sont rentrés dans ce qu'on appelle un cône de redescente. Hein, vous savez, comme dans tous les films de l'espace, où les gens disent, pour rentrer dans l'atmosphère, si on se gourde d'un demi-degré, on va rebondir sur l'atmosphère de la Terre, etc. Bon, Apollo 13, vous connaissez vos classiques. Et bien là, ils se sont retrouvés dans un cône de descente, où ils étaient hors du cône acceptable de descente, et ils auraient pu littéralement se cracher en l'air ou exploser en l'air et mourir littéralement. Et en fait, c'est un exploit de la part des deux pilotes qui ont été au-delà des 80 km, qui sont sortis de la trajectoire et qui ont quand même réussi à poser l'avion pendant que, écoutez, Richard Branson et ses amis faisaient des galipettes dans l'espace pour vendre des tickets pour Virgin Galactic. Donc en tout cas, ce papier est vraiment passionnant, puisqu'il raconte encore une fois les coulisses là-dessus. Et tout comme encore une fois, quand vous avez des présentations d'appareils technologiques, des fois vous ne savez pas si ça va marcher à montrer votre dernière feature, que ce soit chez Windows ou chez Apple. Là, c'est la même chose, sauf que bon, vous risquez un peu votre vie si votre appareil ne fonctionne pas très bien. Donc, beaucoup de détails dans cet article, encore une fois, du New Yorker de Nicolas Schmidl, que je vous conseille vraiment. Je ne sais pas si Madingue a mis le lien dans le chat, mais qui raconte tous les enjeux, toutes les pressions, tous les risques pris, tous les conflits que ça a créé chez Virgin Galactic. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va peut-être être sanctionné par la FAA, car ce qu'a fait Virgin Galactic, évidemment, ils ont mis en danger tout le monde et c'est illégal là-dessus. Mais vraiment, allez lire cet article. Merci Madingue pour le lien. C'est sûrement, écoutez, l'article le plus passionnant du jour, surtout si vous vous intéressez à cette fameuse conquête de l'espace. Allez, je termine avec, du coup, écoutez, des sous-marins. Ce coup-ci, on redescend tout en bas, en attendant de voir ce que ça donnera là-haut. Mais ce coup-ci, ce sont un ancien, notamment de SpaceX, et un ingénieur de sous-marin qui se sont, écoutez, associés pour créer le SpaceX des sous-marins. Alors là, on commence à aller loin dans le délire du pitch. Je vous rappelle que des fois, votre pitch n'a rien à voir avec une boîte, mais c'est plus stylé de dire que tu es le Uber de quelque chose, ou le Netflix de quelque chose, ou le Tesla de quelque chose. Et là, du coup, c'est le SpaceX, c'est-à-dire que ils vont essayer de faire des sous-marins électriques. Du coup, ils auraient dû s'appeler le Tesla des sous-marins, mais bon. Mais ils s'adresseront évidemment à des clients professionnels pour aller notamment mapper et explorer 100% des océans avec des sous-marins drones automatisés qui leur permettront évidemment d'atteindre des terrains que peu de sous-marins ont atteints. Et évidemment, comme SpaceX, il y a un business model derrière, c'est de vendre tout cela, puisqu'ils promettent notamment de trouver des gisements qui n'ont jamais été trouvés, donc exploités jusqu'alors. Et donc voilà, on aura des petits sous-marins électriques. Je ne sais pas si on le voit. Il est où? Oh, voilà. Bedrock. Regardez-moi les petits sous-marins. Ils sont mignons. Ils sont très mignons ces petits sous-marins Bedrock. Mais Bedrock va vouloir en tout cas devenir le SpaceX des sous-marins. Alors le pitch est vraiment nul, mais encore une fois, c'est intéressant de voir comment aussi on a quand même à peu près 70% du globe qu'il reste un peu exploré. Alors j'espère qu'on va pas non plus le dénaturer trop, mais quoi qu'il arrive, on y va. Quoi qu'il arrive, on y va, puisque il y a sûrement du business à faire en attendant, et peut-être des choses qui vont aider la science, je sais pas, non, je sais pas. Allez voir du coup Bedrock, qui est cette start-up qui veut en tout cas révolutionner le business des sous-marins, et ce coup-ci avec des sous-marins automatiques et électriques qu'on appelle des drones étanches, quoi, globalement. Voilà, on va la faire assez vite là-dessus. C'est sur ces petits sous-marins que cette quotidienne se termine. C'était la dernière quotidienne de la semaine. J'espère que ça vous aura plu, puisqu'on aura parlé de sous-marins, on aura parlé de vaisseaux de l'espace, on aura parlé d'égos aussi qui sont dans la stratosphère, on aura parlé de gouvernements chinois, australiens, irlandais, japonais, français, qui agissent en bien ou en mal. On aura parlé d'un câble Lightning qui est un peu dangereux, on aura parlé de téléphone pliant évidemment, on aura parlé d'écran OLED, j'en peux plus de dire cet acronyme. On aura parlé d'auto, de moto, de boîte de vitesse de vélo, et surtout on aura vu évidemment, je vous le rappelle, ah, je l'ai perdu.
Non, je l'ai perdu. On aura parlé évidemment, on aura vu de l'intelligence artificielle et la beauté des persos de Street Fighter là-dedans. J'espère que ça vous aura plu. Encore en tout cas, merci de nous suivre, toujours très fidèle pour ce live. Merci de nous soutenir sur les vidéos YouTube. Envoyez du soutien. Nos vidéos YouTube, on a des bons commentaires, mais on n'a pas beaucoup de vues. On ne sait pas encore comment faire pour que les gens nous remarquent. Donc n'hésitez pas à faire passer le message pour récompenser le travail de Karl, de Diana et d'Elisa qui mettent en ligne tous les jours 2 émissions, le replay et la condensée qu'on va tourner maintenant. Merci en tout cas de votre soutien, merci en tout cas d'être aussi toujours aussi cool dans le chat. Profitez bien de votre week-end, pensez à l'avenir et on se retrouve évidemment lundi à 11 h en live. Des bises à tout le monde, ciao. C'est bon, tout le monde est parti là. Bon, je vais enfin pouvoir manger, j'en peux plus. Je vais manger peut-être un croissant en ASMR, je sais pas.